Au cours de l'hiver 1340, quelque part le long du chemin boueux entre Menin et Lille, un marchand et son serviteur peinaient dans une neige qui leur arrivait au-dessus des chevilles. La température avait chuté de façon vertigineuse, alors que l'après-midi laissait place au crépuscule, et le vent cinglant transperçait même leurs épais manteaux de laine. Ils marchèrent depuis l'aube, ayant à peine parcouru 8 miles, et la nuit tomberait dans moins d'une heure. Les mains du serviteur étaient engourdies malgré ses mitaines, et les deux hommes connaissaient le danger auquel ils faisaient face. Puis, en franchissant une petite crête, ils l'aperçurent, une fine colonne de fumée s'élevant d'un bâtiment en bois plus loin, le signe indubitable d'une auberge au foyer ardent. Un immense soulagement les envahit, mais une autre prise de conscience également. Ils étaient piégés. Quel que soit le prix exigé par l'aubergiste, ils paieraient. L'alternative était la mort. Dans cette exploration, vous découvrirez comment les aubergistes médiévaux ont bâti des entreprises rentables sur l'emprise mortelle de l'hiver, durant l'une des périodes les plus froides de l'histoire. Nous révélerons la réalité brutale du petit âge glaciaire, lorsque les températures moyennes ont chuté et que l'hiver a fauché des vies par milliers. Vous apprendrez comment voyager est devenu un pari mortel de fin septembre à début mars, et pourquoi ceux qui se retrouvaient sur les routes médiévales faisaient face à un choix impossible, payer tout ce qu'un aubergiste exigeait ou mourir de froid dans l'obscurité. Nous examinerons l'économie des auberges et tavernes médiévales, découvrant comment des circonstances désespérées créaient une clientèle captive prête à dépenser plusieurs jours de salaire pour un lit partagé et un bol de potage. La tension entre la charité chrétienne et le profit commercial émergera alors que nous explorerons l'hospitalité des monastères en concurrence avec les établissements commerciaux. En chemin, nous découvrirons les tentatives de réglementation pour prévenir l'exploitation, la structure sociale de l'industrie hôtelière médiévale et le coût humain des voyages en hiver à une époque où la nature elle-même devenait un instrument de pression économique. L'image romantique des auberges médiévales douillettes, avec leurs feux crépitants et leurs aubergistes joviaux, dissimule une réalité économique plus sombre. Derrière chaque foyer accueillant se cachait un calcul commercial, derrière chaque lit une négociation de prix façonnée par le désespoir. Ce n'est pas une histoire de simple scélératesse ou de pure exploitation. C'est plutôt un récit complexe de survie, de commerce et de la tension éternelle entre la nécessité humaine et l'opportunité économique. L'auberge médiévale se tenait à l'intersection de la vie et de la mort, de la charité et du profit, de l'obligation communautaire et du gain individuel. Alors que nous voyageons à travers ce monde de routes gelées et de feux vacillants, nous remettrons en question les idées reçues sur l'hospitalité médiévale. La vérité n'est ni aussi romantique que la littérature d'époque le suggère, ni aussi uniformément exploiteuse que certaines interprétations modernes le prétendent. Les gens du Moyen Âge faisaient face à des situations impossibles avec les outils dont ils disposaient, créant des systèmes qui étaient simultanément essentiels et troublants, salvateurs et motivés par le profit. Leurs expériences éclairent des questions fondamentales, avec lesquelles nous luttons encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui constitue un prix juste lorsque des vies sont en jeu? Où doit-on tracer la ligne entre le commerce légitime et l'exploitation des personnes désespérées? Comment équilibrer les motivations du profit et les obligations morales? Bientôt, nous entrerons dans le monde gelé de l'Europe du XIVe siècle, où le climat lui-même est devenu une force économique et où la survie à l'hiver exigeait à la fois préparation et chance. Les réponses à ces questions sont enfouies dans les chroniques médiévales, les registres de prix et les vestiges physiques des auberges qui abritaient les voyageurs il y a 7 siècles. Autour de l'an 1300, quelque chose de fondamental a changé dans le climat de l'Europe. Le Gulf Stream, ce grand courant océanique qui avait réchauffé le continent pendant des millénaires, commença à ralentir. Les tempêtes atlantiques augmentèrent en fréquence et en férocité. Les températures moyennes à travers les îles britanniques chutèrent de 2 degrés Celsius, un changement apparemment modeste qui s'avérerait catastrophique. Cela marqua le début de ce que les historiens du climat moderne appellent le petit âge glaciaire, une période de température significativement plus froide qui allait s'emparer de l'Europe pendant plus de 5 siècles. Le monde médiéval était sur le point de devenir considérablement plus dangereux. Les gens du Moyen Âge concevaient l'hiver comme une saison distincte et périlleuse, officiellement reconnue dans leur calendrier comme durant de la Saint-Michel, le 29 septembre, à la Chandeleur, le 2 février. Plus de 4 mois pendant lesquels, comme l'attestent les sources contemporaines, l'hiver était la période la plus dangereuse de l'année civile médiévale.
Pourtant, cette compréhension traditionnelle de la rigueur de l'hiver pâlissait face à ce que le XIVe siècle allait apporter. Le petit âge glaciaire a transformé l'hiver, d'une épreuve prévisible en une menace existentielle qui a remodelé la société, l'économie et les possibilités mêmes du mouvement humain. La transformation s'annonça de manière spectaculaire. En 1303, la mer Baltique gela complètement, un phénomène que les résidents les plus âgés n'avaient jamais vu. Cela se reproduisit en 1306 et 1307, la glace étant assez épaisse pour que des armées puissent la traverser. Des rivières qui avaient coulé pendant des siècles se transformèrent en glace solide. Les eaux côtières devinrent des barrières infranchissables plutôt que des routes commerciales. L'économie médiévale, fortement dépendante du transport par eau, fut paralysée. Le commerce qui ne pouvait se déplacer par mer s'entassa sur des routes déjà inadéquates pour découvrir que les voies terrestres faisaient face à leurs propres catastrophes. Ce qui suivit entre 1315 et 1317 démontra la combinaison létale du froid et de la faim. La grande famine balaya l'Europe avec des estimations du nombre de morts allant de 5 à 12 millions de personnes, représentant 10 à 25% de la population dans de nombreuses régions. Des hivers froids et humides détruisirent les récoltes année après année. Les semailles de printemps pourrissaient dans des champs gorgés d'eau. Les cultures d'été ne parvenaient pas à mûrir sous un ensoleillement réduit. L'automne apportait des gelées précoces qui tuaient le peu qui avait survécu. Affaiblies par la malnutrition, les populations succombaient à la pneumonie et à d'autres maladies liées au froid. Les chroniques contemporaines décrivent des horreurs, des gens mangeant de l'écorce, de l'herbe et même leurs propres enfants. La famine ne marqua pas seulement un événement tragique, mais le premier acte du petit âge glaciaire, un avant-goût des siècles de difficultés à venir. Des hivers individuels apportèrent des terreurs spécifiques qui ponctuent les archives historiques comme des balises d'avertissement. Une chronique de Montpellier de 1389 rapporte des chutes de neige prolongées en Lozère si sévères que des gens moururent de froid, d'autres de faim, piégés dans leurs villages aux réserves épuisées et aux routes impraticables. Entre 1395 et 1396, la route reliant Menin et Lille, habituellement un corridor commercial très fréquenté, devint ce que les archives décrivent comme un bourbier totalement infranchissable pendant des mois. Les marchands qui dépendaient de cette route firent face à la ruine. Les voyageurs pris entre deux destinations firent face à la mort. Les mécanismes de cette mort méritent d'être compris, car l'hypothermie et l'exposition aux éléments étaient les compagnons constants des voyageurs médiévaux. Lorsque la température corporelle centrale chute, le corps donne la priorité à la protection des organes vitaux en restreignant le flux sanguin vers les extrémités. Les doigts et les orteils s'engourdissent en premier. La pensée cohérente devient difficile. Les victimes deviennent confuses, désorientées, incapables de prendre des décisions rationnelles. À des stades avancés, un paradoxe cruel se produit. Un dysfonctionnement de la régulation de la température du cerveau, induit par le froid, crée une sensation de chaleur intense. Les victimes, en proie au déshabillage paradoxal, arrachent leurs vêtements de protection, convaincus qu'elles brûlent, et meurent nues dans la neige. Des preuves des siècles ultérieurs, lorsque la tenue des registres s'est améliorée, suggèrent l'ampleur de cette menace. En 1860 en Amérique, l'exposition au froid représentait 0,7% de toutes les morts violentes. L'Écosse, en 1876, a enregistré 58 décès dus au froid en une seule année. Ces chiffres proviennent de sociétés dotées d'infrastructures, de vêtements et de chauffage bien meilleurs que ceux que possédait l'Europe médiévale. Le bilan médiéval a dû être considérablement plus élevé, bien que les chiffres exacts restent perdus dans le silence de l'histoire. Une lettre datant d'environ 1400 fournit un témoignage obsédant. En Norvège, les fermiers étaient officiellement obligés de ramasser les corps dans les cols de montagne entre l'Homme et Sogne. Cette exigence fut codifiée parce que le phénomène était si régulier que la coutume exigeait son institutionnalisation. Les voyageurs tentant de franchir ces cols mouraient d'hypothermie, d'avalanches, de chutes dans des crevasses de glaciers. Leurs corps s'accumulaient jusqu'à ce que le dégel printanier permette de les récupérer. L'obligation de les ramasser était assignée, systématisée, intégrée aux devoirs féodaux que les paysans devaient à leurs seigneurs. La mort lors des voyages d'hiver était devenue si routinière qu'elle nécessitait une gestion bureaucratique. Pourtant, malgré ces horreurs, les gens du Moyen Âge ne pouvaient pas simplement cesser de voyager pendant la saison hivernale. Le monde médiéval
de plus en plus interconnectés par les réseaux commerciaux, exigeaient des déplacements tout au long de l'année. Les marchands transportaient des marchandises périssables et faisaient face à des obligations contractuelles qui ne s'arrêtaient pas pour la neige. Les pèlerins entreprenaient des voyages religieux qu'ils s'étaient engagés à accomplir quelle que soit la saison. Les messagers portaient des nouvelles urgentes de naissance, de décès, de guerre et de développement politique qui ne pouvaient attendre le printemps. Les travailleurs cherchaient un emploi dans différentes régions lorsque les opportunités locales se tarissaient. Ceux qui fuyant la guerre, la peste ou la persécution se déplaçaient lorsque la nécessité l'exigeait, non lorsque le temps le permettait. La noblesse et les fonctionnaires voyageaient pour des affaires obligatoires. L'économie médiévale, de plus en plus dépendante de la spécialisation et de l'échange, ne pouvait pas hiberner chaque année. Cela a créé la dynamique fondamentale qui allait façonner l'industrie hôtelière médiévale. Un danger prévisible et mortel, combiné à une nécessité inexorable. Les gens devaient voyager. Le voyage pouvait les tuer. Quiconque pouvait réduire ce risque mortel possédait quelque chose de précieux, quelque chose que les voyageurs paieraient cher pour obtenir. Le froid lui-même devint une marchandise, ou plutôt, la protection contre le froid devint une marchandise qui pouvait être vendue à des prix façonnés par le désespoir plutôt que par les coûts de production. Alors que nous nous tournons vers l'examen du système routier médiéval, gardez à l'esprit ce contexte essentiel. L'hiver n'était pas simplement inconfortable ou incommode pour les voyageurs médiévaux. C'était une menace active pour la vie, tuant avec une efficacité fiable chaque année. Dans ce contexte, l'économie des auberges médiévales prend son vrai caractère, façonnée par le simple calcul de la survie. Pour comprendre pourquoi l'hiver rendait les voyages si mortels, nous devons d'abord saisir la réalité des routes médiévales elles-mêmes. La notion romantique de grande route médiévale bien entretenue, reliant des villes prospères, s'effondre à l'examen. La plupart des itinéraires n'étaient rien de plus que des sentiers naturels à demi foulés, entretenus par l'usage plutôt que par conception. Il ne s'agissait pas d'infrastructures conçues, mais plutôt de l'accumulation des empreintes de pas de siècles de voyageurs empruntant la route la plus directe entre les destinations. Lorsque le temps devenait rude, ces sentiers passaient de difficiles à impraticables. Deux types de routes existaient dans le paysage médiéval, et la distinction était d'une importance immense. Les anciennes routes romaines, construites des siècles plus tôt avec une ingénierie sophistiquée, restaient partiellement utilisables tout au long du Moyen Âge. Construites avec des pierres soigneusement placées, dotées de systèmes de drainage et de fondations solides, ces routes représentaient une technologie perdue que la société médiévale ne pouvait reproduire. Là où les routes romaines subsistaient, les déplacements restèrent possibles même dans des conditions difficiles. Mais les routes romaines étaient des vestiges, se détériorant progressivement sous l'effet du temps et des intempéries. De plus, le réseau routier romain servait les priorités romaines, reliant des lieux stratégiques pour l'administration impériale, mais pas nécessairement optimaux pour les schémas commerciaux médiévaux. De nouvelles routes médiévales comblaient les lacunes, mais celles-ci ne recevaient qu'un entretien minimal. Près des villes, les autorités posèrent parfois du gravier ou des pavés, créant des surfaces praticables. Mais la nature humaine sapait même ces améliorations. Les gens volaient les pierres des routes pavées pour les utiliser dans la construction ou pour réparer leurs propres propriétés. Les archives contemporaines contiennent de nombreuses plaintes concernant cette pratique et des tentatives inefficaces pour l'empêcher. Chaque pierre volée créait un trou qui se remplissait de boue pendant les pluies ou de glace pendant les gelées. Des nids de poules se formaient, s'élargissaient et fusionnaient jusqu'à ce que des sections entières deviennent des obstacles plutôt que des aides au voyage. Dans de bonnes conditions, les vitesses de déplacement étaient respectables pour les normes médiévales. Une personne à pied pouvait parcourir 15 à 20 miles en une journée, plus si elle voyageait léger et en bonne santé. Les voyageurs à cheval, changeant de monture à des arrêts stratégiques, pouvaient parcourir 30 à 40 miles par jour. Ces vitesses supposaient un temps sec, une lumière du jour adéquate, des routes dégagées et des itinéraires connus avec des points d'arrêt établis. L'hiver détruisait systématiquement chacune de ces suppositions. Les vitesses de déplacement en hiver chutaient de façon vertigineuse. Il était courant que les voyageurs à pied ne parcourent que 6 à 8 miles par jour lorsque la neige couvrait les routes et que les heures de clarté diminuaient. Les charrettes, essentielles pour le transport de marchandises, peinaient à atteindre 12 miles par jour dans de bonnes conditions, mais bien moins lorsque la boue ou la neige entre avec les roues.
Un exemple éclairant nous vient de 1297, lorsque la cargaison de Marguerite de Brabant mit 18 jours pour parcourir 85 miles. C'est moins de 5 miles par jour, et il s'agissait d'une cargaison transportée par des professionnels sur ce qui aurait dû être une route très fréquentée. Le problème s'aggravait lorsque les groupes voyageaient avec des capacités mixtes. Un groupe contenant à la fois des cavaliers et des marcheurs se déplaçait au rythme du membre le plus lent. Les groupes mixtes étaient courants car voyager seul invitait au vol. Donc, les marchands, serviteurs, gardes et bêtes de somme voyageaient ensemble pour se protéger. Le marchand à cheval ne pouvait pas simplement galoper en avant, pendant que ses serviteurs et sa cargaison peinaient derrière, les laissant vulnérables. Tout le monde se déplaçait ensemble, à la vitesse que le plus faible pouvait soutenir. Les contraintes de la lumière du jour créaient de terribles dilemmes tactiques. Les jours d'hiver étaient si courts, particulièrement en Europe du Nord, où se trouvaient de nombreuses routes commerciales majeures. L'obscurité dès le milieu de l'après-midi signifiait que les voyageurs disposaient peut-être de 8 heures de temps de voyage sûr. À des vitesses hivernales de 6 à 8 miles par jour, cela signifiait que si une auberge se trouvait à plus de 3 ou 4 miles de distance en milieu d'après-midi, tenter de l'atteindre devenait un pari. Mieux valait s'arrêter dans un abri connu, même inférieur, que de risquer d'être surpris sur la route après la tombée de la nuit. Mais ce calcul conservateur signifiait une progression globale encore plus lente, transformant des voyages d'une semaine en épreuves d'un mois. La plupart des activités de pèlerinage se concentraient naturellement dans la fenêtre d'avril à septembre, lorsque les routes séchaient et que les températures permettaient de dormir en plein air si nécessaire. La grande majorité évitait de voyager de la fin de l'automne au début du printemps. Pourtant, certains se retrouvaient piégés par les circonstances. Un pèlerin qui commençait un voyage en septembre, s'attendant à le terminer avant l'hiver, pouvait rencontrer des retards inattendus. Une maladie, une blessure, une confusion d'itinéraire, ou simplement une progression plus lente que prévu pouvait laisser quelqu'un loin de chez lui à l'arrivée des premières neiges sérieuses. Ces voyageurs bloqués faisaient face à des choix terribles. Tenter de continuer, essayer d'hiverner là où ils se trouvaient, ou tenter de rentrer chez eux dans des conditions de plus en plus mauvaises. Les dangers criminels s'ajoutaient aux menaces environnementales. Les bandits vivant dans les forêts le long des routes principales savaient que les voyageurs transportèrent de l'argent pour l'hébergement et les frais. Le vol de grands chemins n'était pas opportuniste, mais stratégique, ciblant les voyageurs connus pour transporter des ressources. Les barons voleurs médiévaux, des hommes forts locaux qui contrôlaient des ponts-clés ou des cols de montagne, imposaient des péages non autorisés sous la menace de la violence. En Europe de l'Est, des groupes appelés haïdouks se spécialisaient dans le vol de la noblesse locale et des voyageurs. Même les gardes de l'État, censés assurer la protection, conspiraient parfois avec les voleurs pour une part des profits. Les voyageurs tentaient d'atténuer ces dangers en se déplaçant en groupe. Les marchands formaient des associations en partie pour une protection mutuelle. Les pèlerins se joignaient à des groupes aux principaux points de départ. Même les groupes faisaient face à des dangers, mais au moins ils pouvaient déposter des gardes et présenter une résistance collective aux petites bandes de bandits. Cependant, voyager en groupe signifiait s'adapter aux besoins de chacun, ralentissant encore la progression et augmentant la nécessité de trouver un abri adéquat, ce qui nous amène au défi de l'hébergement, qui a façonné toute l'économie de l'hospitalité médiévale. Sur les routes très fréquentées comme Londres-York ou Paris-Rome, des auberges apparaissaient tous les 10 à 15 miles au sommet du développement du système. Un voyageur pouvait s'attendre à dormir dans une auberge 2 nuits sur 3, avec peut-être une nuit à dormir à la dure ou dans un monastère. Cela représente le meilleur des cas sur les routes les plus développées à la fin de la période médiévale. Les routes moins fréquentées offraient un hébergement bien plus rare. Les conseils contemporains aux voyageurs sur ces routes recommandaient d'être prêts à dormir à la dure, reconnaissant que l'abri ne serait tout simplement pas disponible. Dormir à la dure en été signifiait inconfort et vulnérabilité au vol. Dormir à la dure en hiver signifiait une forte probabilité de mort. Les gens du Moyen Âge le comprenaient. Les sources attestent que les gens essayaient de ne pas passer la nuit dehors s'ils pouvaient l'éviter pendant les mois d'hiver. Cela a créé la base économique de l'industrie des auberges médiévales. Un soir d'été, lorsque dormir dehors était inconfortable mais survivable, les voyageurs avaient un pouvoir de négociation. Ils pouvaient négocier les prix, menacer de dormir à la dure ou de chercher un autre hébergement. Un aubergiste qui facturait trop cher risquait de perdre des clients au profit de ses concurrents. Mais un soir d'hiver, lorsque les températures chutaient en dessous de zéro et que la neige commençait à tomber, le calcul changea du tout au tout.
Le voyageur qui voyait de la fumée s'élever de la cheminée d'une auberge au crépuscule n'était pas un client négociant un service. C'était une personne désespérée cherchant à survivre, et les deux parties le savaient. Avant d'explorer comment les auberges commerciales ont émergé pour exploiter cette dynamique, nous devons comprendre ce qui les a précédées. Le monde médiéval n'a pas toujours eu une industrie hôtelière commerciale. Pendant des siècles, un système différent a prévalu, un système enraciné non pas dans le profit, mais dans l'obligation chrétienne. Ensuite, nous examinerons comment l'hospitalité monastique a cédé la place aux entreprises commerciales et pourquoi cette transition a fondamentalement modifié l'économie de la survie en hiver. Jusqu'au XIe siècle, les étrangers de passage dans l'Europe chrétienne dépendaient principalement de l'hospitalité monastique. Les monastères, dispersés à travers le paysage et souvent délibérément situés le long des routes de pèlerinage, fournissaient un hébergement gratuit ou à coût minime aux voyageurs. Ce n'était pas une simple charité, mais une obligation spirituelle centrale. La règle de Saint Benoît, qui régissait la plupart des monastères occidentaux, traitait explicitement de l'hospitalité dans son 53e chapitre, exigeant le plus grand soin et la plus grande sollicitude, en particulier pour les pauvres et les pèlerins, car c'est surtout en eux que le Christ est reçu. Les chrétiens médiévaux croyaient, littéralement, qu'en servant les voyageurs, ils servaient le Christ lui-même. Le système d'hospitalité monastique a fonctionné de manière adéquate pendant des siècles. Les pèlerins suivant des routes établies comme la Via Francigena de Canterbury à Rome, en passant par la France et la Suisse, trouvaient ces monastères espacés de manière pratique pour des étapes quotidiennes. Les voyageurs locaux pouvaient généralement atteindre un monastère en une journée de voyage depuis la plupart des zones habitées. Les monastères avaient les ressources pour fournir un hébergement de base, un endroit pour dormir, de la nourriture simple, du fourrage pour les animaux. Ils maintenaient ces services grâce à la production agricole de leurs vastes terres, aux dons des fidèles et à la richesse accumulée par les institutions religieuses, exemptées de nombreuses taxes et obligations séculières. Pourtant, au cours du XIe siècle, de profonds changements économiques mirent ce système à rude épreuve, jusqu'au point de rupture. Le commerce européen connut une expansion spectaculaire, alors que la stabilisation politique et les améliorations agricoles produisaient des surplus pour le commerce. Les marchands sillonnaient de plus en plus l'Europe, transportant des marchandises entre les régions et établissant les réseaux qui allaient évoluer vers le commerce international. Ces marchands voyageaient beaucoup plus fréquemment que les pèlerins, souvent avec des cargaisons de valeur nécessitant un stockage sécurisé. Ils avaient besoin d'un hébergement prévisible et fiable, à des intervalles spécifiques le long des routes commerciales. L'hospitalité monastique, orientée vers la charité et les besoins des pèlerins, s'avéra inadéquate pour les exigences commerciales. De plus, les marchands pouvaient se payer. Contrairement aux pèlerins ou aux pauvres, qui dépendèrent de la charité, les marchands possédaient des ressources et la volonté d'échanger un paiement contre des services. Cela créa une opportunité. Ceux qui avaient du capital à investir reconnurent que fournir un hébergement aux voyageurs pouvait générer des profits, surtout s'il était situé stratégiquement le long des routes commerciales très fréquentées. C'est ainsi qu'apparut l'auberge commerciale, une entreprise purement séculière, orientée vers le profit plutôt que vers le salut. Les premières auberges commerciales sont apparues en Angleterre au XIIe et XIIIe siècle, selon les preuves historiques. Au XVe siècle, elles étaient devenues assez courantes, en particulier dans les villes, représentant des entreprises commerciales établies. Cette évolution de la rareté à l'établissement courant s'est produite sur environ 3 siècles, alors que la culture commerciale normalisait progressivement la notion de payer pour une hospitalité qui avait auparavant été fournie comme un devoir chrétien. Comprendre l'hébergement médiéval nécessite de distinguer 3 types d'établissements qui remplissaient des fonctions connexes mais distinctes: les tavernes, les cabarets et les auberges proprement dites. Les tavernes représentaient les lieux de boissons les plus hauts de gamme, spécialisés dans les boissons à base de fruits fermentés, en particulier le vin. Elles vendèrent de l'alcool à la cruche pour le vin, contenant 1 à 2 litres, ou à la chope pour la bière, contenant un demi-litre à 1 litre. Les grandes tavernes prospères pouvaient vendre des dizaines de gallons par jour. De la nourriture était disponible, généralement du pain, du fromage et parfois de la viande rôtie. Mais la boisson était l'activité principale. Fait crucial, la plupart des tavernes ne disposaient pas de couchage. C'étaient des débits de boissons, pas des lieux d'hébergement. Les cabarets occupaient l'extrémité opposée du spectre social. Il s'agissait de résidences privées ouvertes au public, ce qui allait finalement être appelé des maisons publiques et abrégé en pub.
Des femmes vendaient l'excédent de bière de leur ménage pour générer un revenu supplémentaire pour leur famille. Les cabarets représentaient le débit de boissons commerciales, le plus simple, avec des frais généraux minimes et des commodités minimales correspondantes. Certains pouvaient permettre aux voyageurs épuisés de dormir sur le sol près du feu pour quelques pence, mais ce n'était pas le modèle économique principal. Les auberges, en revanche, se concentraient principalement sur la fourniture de lieux de repos pour les voyageurs. La caractéristique déterminante était l'hébergement combiné à un service de restauration et de boissons. Les auberges se situaient stratégiquement le long des routes commerciales, aux portes des villes où les voyageurs arrivaient en fin de journée, et aux carrefours où plusieurs routes se croisaient. Le modèle économique était centré sur les clients passant la nuit qui avaient besoin de services complets: nourriture, boissons, lits et écuries pour leurs animaux. Une auberge médiévale prospère nécessitait une infrastructure physique substantielle. La salle principale, construite autour d'un grand foyer ou d'une cheminée, servait d'espace de rassemblement commun et de source de chaleur principale. C'est là que les clients mangeaient, socialisaient, menaient leurs affaires et se réchauffaient après de froids voyages. Les chambres, au nombre de 5 à 17 selon la taille de l'établissement, contenaient chacune 1 à 3 lits. Une cuisine dédiée s'occupait de la préparation des repas. L'aubergiste disposait de quartiers privés séparés des zones des clients. Des écuries abritaient les chevaux et autres animaux, avec un espace de stockage adjacent pour le fourrage. Une cour commune permettait le chargement, le déchargement et diverses activités de plein air. Les plus grands établissements comprenaient des entrepôts où les marchands pouvaient bivstocker leurs marchandises en toute sécurité. L'économie de la création d'une telle entreprise nécessitait un capital substantiel. Un exemple révélateur nous vient du Winchester College, qui a investi plus de 400 livres dans l'auberge Angel à Andover entre 1366 et 1404, en attendant un revenu annuel de 10 livres. Cela représente un taux de rendement de seulement 2,5%, tolérable uniquement parce que le Winchester College, en tant qu'institution éducative riche, disposait de capitaux pour des investissements à long terme. L'investissement s'est avéré rentable, car les auberges généraient des revenus locatifs substantiels sur des décennies. Le fait que des collèges, des nobles, des prêtres et des avocats aient investi dans des propriétés d'auberges démontre à la fois les besoins en capitaux et les rendements attractifs. Les aubergistes avaient besoin d'un fonds de roulement au-delà des coûts immobiliers. Ils payaient les transporteurs à l'avance pour les livraisons. Ils entretenaient des entrepôts sécurisés pour les marchandises des marchands. Ils couvrirent les péages et les taxes pour les marchandises en transit. Ils achetaient en gros des provisions de nourriture, de boissons et de fourrage pour la revente. Ils employèrent du personnel pour la cuisine, le travail d'écurie, le nettoyage et la sécurité. Les sources contemporaines décrivent les aubergistes prospères comme des membres riches et influents de la ville, des personnes de substance dotées d'un sens des affaires et de réserves de capital. Les aubergistes les plus prospères fonctionnaient comme des marchands intermédiaires, fournissant des services logistiques au-delà du simple hébergement. Un exemple éclairant vient du commerce entre l'Angleterre et l'Italie. Les marchands anglais expédiant des marchandises à Libourne, dans le sud-ouest de la France. Mais le voyage ultérieur nécessitait une expertise locale. Les aubergistes de Libourne s'occupaient du pesage et de la subdivision des envois en vrac, organisèrent le transport terrestre vers Montpellier, puis vers Aigues-Mortes, où les marchandises étaient transférées sur des galères pour le voyage en mer vers Porto Pisano. Ces services logistiques généraient des revenus importants au-delà des frais de chambre et de pension, faisant des aubergistes prospères des nœuds essentiels du commerce international. Ce caractère commercial distinguait fondamentalement les auberges de l'hospitalité monastique. Les monastères offraient la charité comme un devoir religieux. Les auberges vendaient des services comme des transactions commerciales. Les monastères accueillaient particulièrement les pauvres et ceux qui ne pouvaient pas payer. Les auberges s'adressaient à ceux qui avaient des ressources, offrant un meilleur service à ceux qui payaient plus. Les monastères fonctionnaient selon les principes bibliques de servir le Christ en servant les voyageurs. Les auberges fonctionnaient selon les principes de l'offre et de la demande, facturant ce que le marché pouvait supporter. Pourtant, la transition de la charité au commerce n'était ni complète ni uniforme. Les monastères ont continué à offrir l'hospitalité tout au long de la période médiévale et au-delà. De nombreux pèlerins comptaient encore sur l'hébergement monastique. Les plus pauvres n'avaient guère d'autre choix que de chercher un hébergement charitable. L'enseignement chrétien continuait de souligner le devoir d'aider les voyageurs.
Cela a créé un système parallèle. Les monastères servant ceux qui n'avaient pas de moyens, les auberges commerciales servant ceux qui avaient des ressources. L'hiver mettait les deux systèmes à rude épreuve, mais de différentes manières. Les monastères, dépendant de la production agricole et des dons, voyèrent la demande augmenter précisément au moment où les ressources étaient les plus limitées. Les réserves de nourriture stockées diminuaient au fil des mois d'hiver. Les coûts de chauffage augmentaient. Le nombre de personnes cherchant un abri augmentait à mesure que le temps se détériorait. Certains monastères, submergés par les coûts de l'hospitalité, s'endettaient. L'abbaye de Reading, stratégiquement située entre des routes de voyage majeures, faisait face à une pression financière particulièrement sévère due au flux constant de visiteurs. Les dépenses d'hospitalité de l'abbaye créaient une dette qui menaçait sa pérennité, la forçant à prendre des décisions difficiles sur la manière d'équilibrer sa mission caritative et sa réalité financière. Bien que l'abbaye ait maintenu des provisions pour les pensionnaires pauvres comme l'exigeait sa charte, les pressions financières étaient si réelles et forcèrent les monastères à gérer soigneusement leurs ressources. Même la charité avait ses limites. Les auberges commerciales faisaient face à la dynamique inverse. L'hiver réduisait le nombre de voyageurs, mais ceux qui voyageaient étaient désespérés. L'offre d'hébergement diminuait car le temps fermait certaines routes et endommageait les installations. La demande parmi les voyageurs restants devenait parfaitement inélastique. Ils paieraient n'importe quel prix plutôt que de geler. Cela représente la situation commerciale idéale. Services essentiels, clientèle captive, concurrence limitée. Les aubergistes qui survivaient au mois d'hiver à faible volume pouvaient facturer des prix élevés aux voyageurs désespérés. L'infrastructure physique qui rendait cela possible était centrée sur une technologie qui semble presque trop simple pour être qualifiée de technologie, le système de chauffage. Ensuite, nous examinerons comment les auberges médiévales généraient et vendaient de la chaleur, et pourquoi l'accès à cette chaleur devenait littéralement une question de vie ou de mort pour les voyageurs d'hiver. Au cœur de chaque auberge médiévale se trouvait un grand foyer ou une cheminée, le centre technologique et social de l'établissement. Ce n'était pas simplement une commodité, mais une nécessité, le service fondamental qui justifiait l'entreprise. Dans les salles médiévales primitives, des foyers centraux fournissaient de la chaleur tout en remplissant simultanément les espaces de fumée, créant des environnements à peine tolérables. Le XIIIe siècle apporta une amélioration révolutionnaire, des cheminées individuelles et des foyers muraux qui évacuaient la fumée tout en rayonnant de la chaleur. Ce développement a transformé les environnements intérieurs en hiver de simplement survivables à véritablement habitables. La cheminée est devenue le point central de multiples fonctions essentielles. Elle fournissait une chaleur qui empêchait littéralement la mort des voyageurs arrivant avec des températures corporelles dangereusement basses. Elle fournissait de la lumière à une époque où l'obscurité hivernale durait 16 heures ou plus. Elle cuisait la nourriture pour les clients. Elle séchait les vêtements trempés par la neige ou la pluie, prévenant la combinaison mortelle de vêtements mouillés et d'air froid. Elle créait un espace de rassemblement où les marchands menaient leurs affaires, les voyageurs échangèrent des informations et la vie sociale de l'auberge se déroulait. La valeur qu'une auberge fournissait peut être mesurée par la chaleur rayonnante de cette cheminée. Des preuves documentaires de 1342 décrivent une taverne londonienne avec 2 cheminées dans la cave, fournissant à la fois lumière et chaleur aux espaces souterrains, utilisés pour le stockage et l'hébergement supplémentaire. Cela représente une infrastructure de chauffage sophistiquée, dont l'installation nécessitait des dépenses importantes. Les cheminées devaient être correctement construites pour avoir un bon tirage. Les foyers nécessitaient des encadrements en pierre pour contenir la chaleur et prévenir les incendies. Les conduits devaient être nettoyés régulièrement pour éviter l'accumulation dangereuse de créosote. L'installation physique de chauffage représentait un investissement en capital majeur. La chaleur supplémentaire provenait de braseros, des coupes mobiles sur pied contenant des charbons ardents qui pouvaient être positionnés près de zones spécifiques ou transportés dans différentes pièces. Les boutiques médiévales, dotées de cheminées à hotte, attiraient les clients spécifiquement parce qu'elles offraient des havres de chaleur pendant les achats d'hiver. La capacité à créer et à maintenir la chaleur représentait un avantage concurrentiel. Une auberge avec un chauffage supérieur pouvait facturer des prix élevés et attirer plus de clients. Le fonctionnement de ces systèmes de chauffage nécessitait un approvisionnement constant en combustible. Le bois ou la tourbe devait être récolté, acheté, transporté, stocké à l'abri pour rester sec et alimenter continuellement les feux.
Les registres de prix de 1331, qui fournissent de rares aperçus détaillés de l'économie des auberges, montrent que le combustible était facturé séparément à 2 pence pour le chauffage d'une seule journée pour un groupe de 7 personnes. Ces 2 pence pour le combustible équivalaient au coût total de l'hébergement pour les lits. Le chauffage était aussi cher que le couchage. L'hiver augmentait considérablement la consommation de combustible. Un feu adéquat pour la fraîcheur d'une soirée d'automne devait brûler beaucoup plus fort et plus longtemps pour contrer les températures glaciales de janvier. Les feux devaient être entretenus toute la nuit, ce qui nécessitait que le personnel se réveille périodiquement pour ajouter du combustible. Ce travail de veille nocturne et le combustible consommé représentaient des coûts d'exploitation substantiels qui atteignaient leur maximum précisément lorsque le volume de voyageurs diminuait. Les aubergistes faisaient face à des coûts fixes élevés pendant les périodes de faibles revenus, créant une forte incitation à maximiser les revenus de chaque client hivernal. Cette structure économique créait un levier. Un aubergiste pouvait littéralement dire « pas de paiement, pas de chaleur », et l'hiver donnait du poids à cet ultimatum. Un voyageur qui ne pouvait ou ne voulait pas payer faisait face à une menace immédiate. Il pouvait tenter de dormir dans l'écurie, où la chaleur corporelle des animaux fournissait une chaleur marginale, mais où l'exposition restait dangereuse. Il pouvait être entièrement expulsé dans la nuit, où la mort devenait très probable. L'aubergiste détenait les clés de la cheminée, et ces clés étaient tarifées en fonction du désespoir. Les arrangements de couchage reflétaient et renforçaient ce levier économique. Le couchage en commun était une pratique courante dans toute la société médiévale, pas spécifique aux auberges. Des familles entières s'entassaient régulièrement sur un seul matelas dans les maisons privées. L'intimité telle que nous la comprenons n'existait pas pour la plupart des gens du Moyen Âge. Dans les auberges, cette norme culturelle croisait la logique commerciale pour créer des arrangements de couchage qui maximisaient les revenus tout en minimisant les coûts. Des étrangers partageaient fréquemment des lits dans les auberges médiévales. Les registres de 1331 montrent 7 personnes, 3 hommes et 4 serviteurs, dépensant 2 pences au total pour des lits pour une nuit. Ailleurs dans les mêmes registres, 4 serviteurs dormant seuls n'ont payé qu'un penny pour 2 nuits d'hébergement. Londres facturait un penny par tête pour un lit, mais cela signifiait probablement une place dans un lit commun, pas un hébergement privé. L'économie est claire, entasser autant de clients payants que possible dans chaque lit, maximisant les revenus par pied carré d'espace de couchage. La chaleur corporelle des compagnons de lit fournissait une chaleur cruciale. À une époque avant le chauffage central, avant même une isolation adéquate, regrouper plusieurs corps chauds sous des couvertures partagées représentait une stratégie de survie pratique. Les gens du Moyen Âge le comprenaient. Des règles d'étiquette existaient pour le partage de lits. Rester immobile, ne pas monopoliser les couvertures, rester dans son coin, éviter de déranger ses compagnons de lit. Ces règles n'existeraient pas si la pratique n'était pas courante et attendue. Les hébergements les plus pauvres étaient en effet sinistres. Certains établissements n'offraient qu'un banc en bois avec une corde horizontale suspendue au-dessus pour soutenir les bras. Les voyageurs entassés le long de ces bancs passaient leurs bras sur la corde pour éviter de tomber pendant leur sommeil. Certains recevaient de la paille à étaler sur le sol. Ces provisions minimales coûtaient moins cher, mais nécessitaient tout de même un paiement. Même cet abri marginal représentait une transaction économique, pas de la charité. Pourtant, dormir sur un banc près d'une cheminée valait mieux que de dormir dehors dans la neige. Les auberges de meilleure qualité fournissaient des matelas de paille avec des draps grossiers, des lits surélevés pour éloigner les dormeurs des sols froids et parfois des couvertures. Les établissements les plus riches pouvaient offrir des quartiers séparés pour les hommes et les femmes, bien que ce fût l'exception plutôt que la règle. Des pierres chaudes ou des bassinoires, remplis de braise, pouvaient être placés sous les couvertures avant que les clients ne se retirent, fournissant une chaleur initiale qui s'estomperait au cours de la nuit. Les couvertures étaient rabattues avant le coucher pour permettre à la chaleur rayonnante du foyer de la salle principale de réchauffer les zones de couchage. Chaque détail reflétait l'importance centrale du maintien de la température corporelle pendant la nuit glaciale. Des alternatives moins chères existaient pour les désespérés ou les indigents. Dormir dans les écuries, parmi les chevaux et autres animaux, fournissait une certaine chaleur du bétail, mais exposait les dormeurs au courant d'air, à la vermine et au danger très réel de recevoir un coup de sabot ou d'être piétiné. Cela représentait un hébergement de bas étage, choisi uniquement par ceux qui ne pouvaient même pas se permettre le banc commun. La dynamique de la clientèle captive se manifestait pleinement une fois que les voyageurs s'arrêtaient pour la nuit. Après la tombée de la nuit en hiver,
partir était suicidaire. Même si un voyageur découvrait que les prix dépassaient ses attentes ou que l'hébergement s'avérait insatisfaisant, le départ n'était pas viable. Voyager dans l'obscurité sur des routes inconnues et enneigées signifiait tomber, se perdre ou simplement geler. Un autre hébergement pouvait se trouver à des miles de distance, trop loin pour être atteint en toute sécurité. Le voyageur était piégé, et les deux parties le savaient. Cela créait des conditions de monopole pour l'aubergiste. Normalement, les marchés concurrentiels limitent les prix car les clients peuvent choisir des alternatives. Les monopoles éliminent le choix, permettant aux fournisseurs d'extraire la volonté maximale de payer. La nuit d'hiver créait un monopole géographique temporaire pour chaque auberge. Un voyageur qui arrivait au crépuscule n'avait pas d'alternative. Il paierait ce qui était demandé ou ferait face à des conséquences potentiellement mortelles. Les aubergistes comprenaient ce levier. Les nuits les plus froides, lorsque le désespoir atteignait son paroxysme, voyaient probablement les prix les plus élevés. La preuve en est la tarification variable mentionnée dans plusieurs sources. Les prix dépendèrent de l'emplacement, de la réputation, du statut du voyageur et des commodités. La saison était presque certainement un facteur, bien que les preuves directes soient rares. La logique économique suggère des primes hivernales, en particulier par temps violent. Un marchand pris dans un blizzard inattendu paierait bien plus que le même marchand par une agréable soirée d'été. Les implications morales troublaient la société médiévale, comme nous l'explorerons sous peu. Mais d'abord, nous devons comprendre exactement ce que ces services coûtaient et ce que cela signifiait pour les différentes classes sociales. L'économie des auberges médiévales ne devient pleinement claire que lorsque nous examinons les prix à côté des salaires, révélant qui pouvait se permettre de voyager en hiver et qui risquait la mort parce qu'il ne pouvait pas payer pour la chaleur. Les archives documentaires de 1331 fournissent un aperçu extraordinairement détaillé de la tarification des auberges médiévales, une spécificité rare qui éclaire l'économie de l'hospitalité. Un groupe de 3 hommes et 4 serviteurs a passé une journée dans une auberge et a payé séparément pour chaque article. 4 pence pour le pain, 2 pence pour la bière, 1 et un quart de pence pour le vin, 5 pence et demi pour la viande, 1 quart de penny pour le potage, 1 quart de penny pour les bougies, 2 pence pour le combustible et 2 pence pour les lits. Le fourrage pour leurs chevaux a coûté 10 pence, soit près de la moitié de la dépense totale. La facture complète s'élevait à environ 27 pence pour une journée pour 7 personnes plus les chevaux. Ces frais détaillés révèlent une pratique commerciale fondamentale. Les aubergistes facturaient tout séparément. Les prix n'étaient souvent pas tout compris, comme le soulignent les récits contemporains. La tarification hôtelière moderne, qui regroupe généralement l'hébergement avec les commodités de base, n'existait pas. Chaque service, lit, nourriture, boisson, lumière, chaleur, fourrage, entraînait des frais distincts. Les voyageurs ne pouvaient se connaître les coûts totaux qu'au départ. Cette opacité créait des opportunités de frais inattendus. Un voyageur qui avait budgété 2 pence pour le logement découvrait que le combustible coûtait 2 pence de plus, que les bougies ajoutaient un autre frais, et que l'utilisation du pot de chambre pouvait entraîner encore un autre frais. Pour comprendre ce que ces prix signifiaient, nous devons les comparer aux salaires médiévaux. Autour de 1300, un ouvrier ordinaire gagnait environ 2 pence par jour, ce qui totalisait environ 2 livres par an, soit 480 pence. Les couvreurs en chaume recevaient 2 pence par jour en 1261, augmentant lentement à 3 pence en 1341, 4 pence en 1385 et 6 pence en 1481. Les artisans des villes dans les années 1350 gagnaient 4 pence par jour. Les travailleurs spécialisés comme les armuriers touchaient 24 shillings par mois, soit l'équivalent d'environ 2 pence par jour, répartis sur l'année. Ces niveaux de salaire transforment les prix des auberges de chiffres abstraits en calculs de vie. Un ouvrier gagnant 2 pence par jour, qui dépensait 2 pence pour les lits seuls, utilisait un salaire d'une journée entière juste pour dormir. Ajouter la nourriture, la boisson et le fourrage signifiait que plusieurs jours de salaire étaient consommés en une seule nuit. Pour l'ouvrier médiéval, séjourner dans une auberge n'était pas simplement cher, c'était prohibitif. Dépenser 3 jours de salaire pour une nuit d'hébergement signifiait qu'un voyage d'une semaine, nécessitant 6 arrêts nocturnes, consommerait plus de 18 jours de salaire, soit près d'1 mois de revenus perdus en frais de voyage. Le pouvoir d'achat comparatif illustre le fardeau. 2 douzaines d'œufs coûtaient 1 penny. 1 gallon de bonne bière coûtait 1 pence et demi. Les 4 pence dépensés pour le pain d'une journée pouvaient acheter près de 100 œufs ou plus de 2 gallons de bière.
Les 5 pence et demi pour la viande représentaient près de 3 jours de salaire pour un ouvrier. Les sources contemporaines résument avec précision. Quelques pence pour une nuit dans une auberge étaient abordables pour un marchand, pas pour un paysan. La variation des prix par niveau de qualité créait des marchés stratifiés. Les établissements riches offraient des chambres privées, des miroirs, des chaises, des pots de chambre vidés par des serviteurs, du linge frais et des repas copieux. Ces hébergements de luxe s'adressaient à la noblesse, aux riches marchands et aux hauts dignitaires de l'Église, qui pouvaient payer plusieurs shillings pour une seule nuit. Les établissements de niveau intermédiaire fournissaient des chambres partagées, des lits simples, des repas simples et des installations communes pour un coût de peut-être 3 à 6 pence par nuit. Les options de bas de gamme offraient des lits communs et un service minimal pour 1 à 2 pence. L'alternative la moins chère, dormir dans l'écurie avec de la nourriture apportée de la maison, pouvait coûter aussi peu qu'un demi-penny ou être troqué contre du travail. La stratification sociale dans les hébergements reflétait et renforçait les hiérarchies médiévales plus larges. Les riches voyageaient dans le confort et la sécurité. Les marchands payaient des prix élevés, mais recevaient des services commerciaux essentiels, stockage sécurisé, relations commerciales, expertise logistique. Les artisans et les paysans prospères pouvaient se permettre un hébergement de base s'ils budgétisaient soigneusement. Mais les classes les plus pauvres, celles qui gagnaient 2 pence par jour ou moins, faisaient face à une arithmétique impossible. Elles ne pouvaient pas se permettre les auberges. Voyager en hiver pour elles signifiait dormir à la dure avec tous les risques que cela comportait. La tarification variable selon le lieu, la saison et les circonstances permettait aux aubergistes d'extraire un revenu maximal. Les auberges de ville près des centres commerciaux facturaient plus que les établissements ruraux. Les auberges jouissant d'une excellente réputation exigeaient des primes par rapport à celles au caractère douteux. Les voyageurs qui semblaient riches payaient plus que ceux qui semblaient pauvres. Ceux qui arrivaient désespérés lors des tempêtes d'hiver payaient probablement beaucoup plus que les voyageurs d'été arrivant l'après-midi avec encore des options alternatives disponibles. Cette flexibilité tarifaire manquait de transparence. Aucun tableau de tarifs affiché n'annonçait les prix. Chaque transaction représentait une négociation, l'aubergiste évaluant ce que le voyageur pouvait payer et à quel point il avait désespérément besoin d'un hébergement. La théorie économique moderne appelle cela la discrimination par les prix, facturer des prix différents à différents clients pour le même service en fonction de leur volonté de payer. Les aubergistes médiévaux pratiquaient une discrimination par les prix sophistiqués, extrayant plus de ceux qui pouvaient se permettre plus tout en acceptant ce qu'ils pouvaient obtenir des voyageurs plus pauvres plutôt que de laisser des lits vides. La classe marchande représentait une exception à la dynamique d'exploitation. Les marchands avaient besoin des auberges non seulement pour l'hébergement, mais aussi pour les services logistiques étendus que les aubergistes prospères fournissaient. Considérez la complexité. La laine anglaise expédiée en France devait être pesée à l'arrivée, subdivisée du vrac en lots plus petits pour différents acheteurs, l'organisation du transport terrestre vers les ports méditerranéens, puis la réservation sur des galères pour l'Italie. Les aubergistes qui pouvaient orchestrer cette logistique devenaient des partenaires commerciaux essentiels. Les marchands payaient des prix élevés, mais recevaient de la valeur. Leurs marchandises atteignaient les marchés efficacement. Les contrats étaient remplis, les profits étaient réalisés. Cette relation symbiotique entre les aubergistes et les marchands explique pourquoi les riches marchands investissaient des capitaux dans des propriétés d'auberges. Ils comprenaient le modèle économique du côté du client et reconnaissaient le potentiel de profit. Les prêtres, les avocats et même les nobles qui possédaient des capitaux investissaient de la même manière, créant ce que les analystes modernes reconnaîtraient comme des fiducies de placement immobilier, des propriétés détenues par des investisseurs fortunés, gérées par des aubergistes professionnels, générant des revenus locatifs stables. L'économie de la demande hivernale intensifiait toutes ces dynamiques. Le volume global des voyages diminuait considérablement. Les gens censés évitaient les routes d'hiver si possible, réduisant la base de clientèle. Cependant, ceux qui voyageaient en hiver avaient des affaires urgentes qui ne pouvaient attendre. Des marchands avec des obligations contractuelles, des messagers avec des nouvelles urgentes, des fonctionnaires en mission obligatoire, des réfugiés fuyant des catastrophes. Les voyageurs d'hiver étaient de manière disproportionnée désespérés ou riches, souvent les deux. Moins de clients, mais chacun avec une volonté de payer plus élevée, créaient des opportunités de profit malgré un volume plus faible. Les contraintes de l'offre amplifiaient l'effet. Le temps fermait entièrement certaines routes,
concentrant les voyageurs restants sur moins de chemins viables. Cela augmentait la demande dans les auberges sur les routes praticables. Certains établissements subissaient des dommages hivernaux ou ne pouvaient pas se permettre de maintenir leurs opérations pendant les mois à faible volume, réduisant encore l'offre. Les auberges qui restaient ouvertes faisaient face à moins de concurrence et à des clients plus désespérés, une combinaison qui, de manière prévisible, faisait monter les prix. Pourtant, nous devons éviter les récits d'exploitation simplistes. Gérer une auberge médiévale nécessitait un investissement en capital substantiel, comportait des risques importants, exigeait un travail constant et fournissait des services essentiels. Les aubergistes faisaient face à des coûts fixes, quel que soit le taux d'occupation. Ils payaient pour la propriété, le combustible, les provisions alimentaires, le personnel, l'entretien et les taxes. L'hiver augmentait les coûts de combustible, tout en diminuant les revenus en raison de la réduction du volume. De nombreuses auberges fonctionnaient probablement à perte pendant l'hiver, compensant avec les profits de l'été. Les aubergistes prospères étaient ceux qui survivaient aux saisons à faible volume pour profiter des périodes de forte demande. Néanmoins, le déséquilibre de pouvoir était réel. Un voyageur arrivant au crépuscule dans une tempête de neige ne s'engageait pas dans une transaction de marché équilibrée. Il cherchait désespérément à survivre, et l'aubergiste détenait la clé de l'intérieur chaleureux. Le levier économique était absolu et unidirectionnel. Cela troublait la conscience de la société médiévale, comme nous l'explorerons ensuite. L'enseignement chrétien mettait l'accent sur la charité, en particulier envers les voyageurs. Pourtant, les réalités commerciales exigeaient le paiement des services. La tension entre l'obligation morale et la nécessité économique a engendré des tentatives de réglementation, certaines plus réussies que d'autres. Le droit commun médiéval anglais a développé un accent particulier dans son traitement des aubergistes, un accent qui en dit long sur les préoccupations de l'époque. À mesure que le droit des aubergistes évoluait au XIVe et XVe siècle, les principes juridiques favorisaient de plus en plus les clients, reflétant des schémas documentés d'aubergistes en collusion avec des voleurs. Ce n'était pas une préoccupation théorique ou un principe abstrait. Cela reflétait un schéma de corruption documenté et récurrent qui menaçait les voyageurs et le commerce. L'auberge médiévale pouvait être un havre, mais elle pouvait tout aussi bien être un piège, et les voyageurs ne pouvaient souvent pas faire la distinction entre les deux avant qu'il ne soit trop tard. William Harrison, écrivant à l'époque élisabéthaine, mais décrivant des pratiques aux racines médiévales, affirmait que les voleurs de grands chemins entretenaient des espions dans chaque auberge qui surveillaient les cibles riches. Le mécanisme était simple et efficace. Le personnel de l'auberge observait qui arrivait, évaluait leurs richesses d'après leurs vêtements, leurs conversations et la valeur des biens transportés. Il notait les heures de départ et les destinations. Ces informations étaient transmises aux bandits qui attendaient le long de la route. Parfois, les arrangements étaient plus sophistiqués. Les aubergistes dirigeaient délibérément les voyageurs sur des routes où des voleurs complices attendaient, ou retardaient les départs pour permettre aux bandits de préparer des embuscades. La filière de vol fonctionnait avec une efficacité déprimante. Les voyageurs se rendant ou revenant de grands centres commerciaux comme Londres transportaient nécessairement de l'argent pour l'hébergement, les péages et les transactions commerciales. Les voleurs le savaient et ciblaient spécifiquement ces voyageurs. L'auberge servait de centre de collecte de renseignements, identifiant quels voyageurs valèrent la peine d'être volés. Des attaques coordonnées marièrent les informations internes à la violence sur les routes, puis partagèrent les profits entre les aubergistes et les bandits. Certains gardes de l'État, censés protéger les voyageurs, se joignaient à la collusion pour une part du butin. Des exemples historiques documentent la corruption. À Gemona, les familles Elti et Serena ont reçu des amendes de 50 ducats et des interdictions de gérer des auberges en raison de leurs activités. Elles ont continué à opérer malgré tout, se tournant vers le commerce de contrebande et l'extorsion pure et simple. Leur statut d'aubergiste leur fournissait une couverture pour des entreprises illégales et un accès à des voyageurs vulnérables. Elles ont accumulé pouvoir et richesse grâce à une exploitation systématique, protégée par des relations locales et la difficulté de faire exécuter les jugements contre des familles établies. Les établissements criminels s'adressaient à une clientèle peu recommandable. Les voleurs de grands chemins dépensaient l'argent volé dans certaines auberges dont les propriétaires ne posaient pas de questions embarrassantes sur les sources de la richesse de leurs clients. Les presses, à la recherche d'hommes à enrôler de force dans le service militaire ou naval, trouvaient des victimes dans les auberges où une consommation excessive d'alcool rendait la résistance difficile.
Les prostituées travaillaient en accord avec les aubergistes pour accéder aux clients. Des opérations de jeu illégales, où les clients perdaient des fortunes entières, se déroulaient dans les arrière-salles. Ces entreprises criminelles existaient à côté, et parfois au sein d'établissements qui servaient également des voyageurs légitimes. Le problème pour les voyageurs médiévaux était de distinguer les auberges sûres des dangereuses avant de s'engager à y séjourner. Il n'existait aucun système de notation. Les réputations se propageaient de bouche à oreille, mais les voyageurs sur des routes inconnues manquaient de connaissances locales. Une auberge qui semblait respectable pouvait être complètement corrompue. Au moment où un voyageur découvrait le danger, peut-être en se réveillant pour trouver ses affaires volées, ou en se faisant voler le lendemain matin sur la route par des bandits qui connaissaient, d'une manière ou d'une autre, son itinéraire, il était impossible de s'échapper. Les cadres réglementaires se sont développés progressivement en réponse à ces abus. À la fin du XIIIe siècle, les autorités ont commencé à s'attaquer aux préoccupations croissantes concernant la sécurité et les normes des auberges. Le statut de Winchester, d'Édouard Ier, en 1285, a renforcé l'application générale de la loi contre les vols et la violence, affectant indirectement les voyageurs et les aubergistes. Des réglementations ultérieures ont spécifiquement interdit aux étrangers de posséder des établissements le long de la Tamise, la principale artère commerciale de l'Angleterre, reflétant les craintes que les propriétaires étrangers puissent avoir des loyautés partagées ou un intérêt insuffisant pour le bien-être de la communauté. À mesure que les villes se développaient et que les autorités urbaines se renforçaient, elles exigeaient des licences pour exploiter des auberges et imposaient des normes de sécurité et de qualité. Le droit des auberges anglais est devenu particulièrement sophistiqué, formant finalement la base des réglementations du droit commun des aubergistes dans tout le monde anglophone. Les principes clés comprenaient la responsabilité de l'aubergiste pour la sécurité des clients et de leurs biens. Contrairement aux propriétaires ordinaires qui n'avaient aucune responsabilité pour les crimes commis sur leur lieu, les aubergistes étaient tenus responsables à moins qu'ils ne puissent prouver qu'ils avaient pris des précautions raisonnables. Ce renversement de la charge de la preuve reflétait une profonde méfiance à l'égard des motivations des aubergistes et la reconnaissance que les clients étaient particulièrement vulnérables. Les réglementations exigeaient que les aubergistes fournissent une nourriture et un abri adéquats. Ils ne pouvaient pas refuser arbitrairement le service aux voyageurs. Une règle qui reconnaissait la position désespérée de quelqu'un qui arrivait à la tombée de la nuit sans alternative. Si une auberge avait de la place, elle devait accueillir les voyageurs quelles que soient les préférences de l'aubergiste. Cela protégeait les voyageurs de la discrimination et empêchait également une pénurie artificielle conçue pour faire monter les prix dans les établissements concurrents. Pourtant, l'application de la loi mettait au défi les autorités médiévales. L'appareil de maintien de l'ordre était limité, en particulier en dehors des grandes villes. Prouver la collusion entre les aubergistes et les voleurs nécessitait des preuves que les victimes ne pouvaient souvent pas fournir. Elles pouvaient être mortes ou trop loin pour revenir pour des procédures judiciaires, ou manquaient de ressources pour poursuivre la justice. Des fonctionnaires corrompus protégeaient parfois des aubergistes corrompus, créant des réseaux de bénéfices mutuels aux dépens des voyageurs. Les auberges isolées, loin de toute surveillance, opéraient avec une quasi-impunité. Les tentatives de contrôle des prix ont eu un succès mitigé. Les autorités ont essayé d'imposer des tarifs fixes pour les hébergements de base, en particulier pour les produits de première nécessité comme la bière et le pain. Ces réglementations fonctionnaient modestement bien dans les villes où l'application était possible et où la concurrence existait. Mais dans les endroits reculés, surtout en hiver lorsqu'un voyageur n'avait pas d'alternative, les prix officiels signifiaient peu. Un aubergiste pouvait simplement prétendre que les prix réglementés ne s'appliquaient qu'aux services de base, tandis que tout ce qui dépassait le strict minimum était soumis aux tarifs du marché. Définir exactement ce qui constituait un service adéquat par rapport à un service de luxe donnait aux aubergistes la flexibilité d'échapper au contrôle des prix. La formation de guildes a créé une couche réglementaire supplémentaire. Les aubergistes et les tenanciers de tavernes organisaient des guildes censées maintenir la qualité et garantir des prix abordables. Les guildes étaient en lien avec les nobles et les fonctionnaires, devenant des intermédiaires qui dirigeaient les voyageurs vers les établissements membres lors des tournois et des festivals. Cela créait des avantages pour les membres de la guilde, des clients garantis lors d'événements à forte demande, une réputation collective qui attirait les voyageurs et des relations politiques qui protégeaient leurs intérêts. Cependant, les guildes permettaient également l'entente sur les prix.
Les établissements membres pouvaient s'accorder sur des prix minimums, empêchant la sous-enchère concurrentielle qui profiterait aux voyageurs. Les guildes pouvaient exclure les concurrents par le biais d'exigences de licences et d'influences politiques. Elles protégeaient les intérêts des membres au détriment du bien-être des voyageurs, donnant la priorité à la prospérité de l'industrie hôtelière plutôt qu'à des voyages abordables. Les gens du Moyen Âge comprenaient cette tension, mais manquaient de mécanismes efficaces pour la résoudre. Certaines réglementations visaient spécifiquement l'exploitation hivernale. Les autorités reconnaissaient que le temps rigoureux créait des opportunités d'abus. Les réglementations interdisaient parfois de refuser l'entrée aux voyageurs les nuits les plus froides ou plafonner les prix en cas d'urgence. L'application restait problématique, mais les tentatives elles-mêmes témoignent des préoccupations contemporaines concernant le profit tiré du désespoir. Les voyageurs ont développé des mécanismes de protection informels. Les guildes de marchands partageaient des informations sur les auberges sûres et les routes dangereuses. Les guides de pèlerinage identifiaient les établissements fiables. Les réputations de bouche à oreille récompensaient les aubergistes honnêtes par une clientèle fidèle et punissaient les corrompus par des boycotts. Ces systèmes informels fonctionnaient imparfaitement, mais offraient une certaine protection. Un aubergiste qui acquérait la réputation de voler ses clients voyait son activité décliner à mesure que la rumeur se propageait, créant une incitation économique à l'honnêteté. Pourtant, le déséquilibre de pouvoir fondamental persistait. Un voyageur arrivant désespéré par temps d'hiver n'était pas en position d'exiger un traitement équitable. Il payait ce qu'on lui demandait et espérait un service honnête. Les protections légales, les réglementations des guildes et les systèmes de réputation informels comptaient, mais le désespoir affaiblissait leur efficacité. Cette réalité a engendré une crise morale dans la société chrétienne médiévale, où l'enseignement théologique sur la charité envers les voyageurs se heurtait à la pratique commerciale. Cette tension entre obligations religieuses et réalité économique a façonné l'hospitalité médiévale de manière qui résonne encore. Le christianisme médiéval accordait une importance extraordinaire à l'hospitalité envers les voyageurs. Les curés de paroisse transportèrent de l'argent obligatoire pour l'aumône et devaient fournir une assistance aux voyageurs. L'enseignement chrétien mettait l'accent sur le soin des pauvres et des étrangers, considérant un tel service comme servant littéralement le Christ. La règle de saint Benoît, document fondateur du monachisme occidental, consacrait un chapitre entier à la réception des hôtes, exigeant que le plus grand soin et la plus grande sollicitude soient montrés en particulier aux pauvres et aux pèlerins, car c'est en eux plus spécialement que le Christ est reçu. Ce n'était pas une métaphore. Les chrétiens médiévaux croyaient sincèrement que le Christ pouvait apparaître sous les traits d'un étranger de passage et qu'aider les voyageurs, c'était servir Dieu. Des théologiens médiévaux comme le pape Innocent III et Thomas d'Aquin ont développé des arguments sophistiqués établissant le devoir d'assister les pauvres et les vulnérables. Le salut lui-même pouvait dépendre des œuvres de charité. La parabole du bon samaritain, qui a aidé une victime de vol alors que d'autres passaient leur chemin, servait de rappel constant des obligations envers les étrangers en détresse. Le jugement. Dernier dépendrait en partie de si l'on avait nourri les affamés, vêtu les nus et abrité les sans-abri. Ce n'étaient pas des bonnes œuvres facultatives, mais des obligations chrétiennes essentielles. L'hospitalité monastique incarnait ces principes. Les monastères offraient un hébergement gratuit ou à frais minimes sur les principales routes de pèlerinage. Des lieux appelés hôpitaux, le mot signifiant à l'origine des lieux d'hospitalité plutôt que de soins médicaux, fournissaient de la nourriture, un abri et un réconfort spirituel aux voyageurs, aux malades et aux pauvres. L'hôpital Saint-Oswald de Worcester définissait sa mission comme étant de soigner les malades, d'enterrer les morts, de soulager les pauvres, d'abriter les voyageurs qui se retrouvaient enfermés hors de la ville la nuit. Les ordres religieux soutenaient ces installations grâce à la production agricole, aux dons et à la richesse ecclésiastique. Pourtant, même la charité monastique avait ses limites et faisait face à des contraintes pratiques. L'hiver augmentait considérablement la demande tout en limitant les ressources. Plus de voyageurs cherchaient un abri à mesure que le temps se détériorait, précisément au moment où les réserves de nourriture stockées diminuaient et les coûts de chauffage atteignaient leur maximum. Les monastères fonctionnaient selon des cycles annuels de production agricole. La nourriture conservée en automne devait durer jusqu'à ce que les semailles de printemps, la croissance estivale et la récolte d'automne produisent de nouvelles provisions. Des hivers exceptionnellement rudes ou des volumes de voyageurs inattendus pouvaient épuiser les réserves,
menaçant la communauté monastique elle-même ainsi que ses hôtes. De plus, l'hospitalité charitable comportait des attentes et des limitations non officielles. Les monastères ne facturaient peut-être pas de frais, mais attendirent de petits dons de ceux qui en avaient les moyens. Le travail en échange du gîte était courant. Les voyageurs pouvaient travailler une journée dans les champs du monastère pour payer leur hébergement. La priorité était donnée aux pèlerins plutôt qu'aux voyageurs ordinaires, aux personnes âgées et malades, plutôt qu'aux jeunes et en bonne santé. Les femmes voyageant seules faisaient l'objet de suspicions et avaient un accès limité. La réalité de la charité médiévale était bien plus limitée que ne le suggérait le principe théologique. Le nombre limité de places signifiait refuser des gens même lorsque le besoin était réel. Les pires nuits d'hiver voyaient même des clients payants se faire refuser l'entrée lorsque les établissements étaient pleins. Comment choisissait-on qui recevait le dernier lit disponible? Par statut, par capacité à payer, par mérite? Chaque décision reflétait des valeurs et créait un précédent. Les choix révélaient que la charité chrétienne, aussi sincère soit-elle, opérait dans des contraintes qui favorisaient souvent les riches et les puissants au détriment des vraiment désespérés. Les hospices, financés par des bienfaiteurs charitables, motivés par le devoir religieux et le souci de leur salut, offraient un sanctuaire aux indigents. Les bienfaiteurs médiévaux dotaient ces institutions en croyant que le salut de leur âme dépendait en partie des œuvres de miséricorde. Les hospices offraient de la nourriture, un abri et un réconfort spirituel, mais servaient principalement les pauvres locaux plutôt que les étrangers de passage. Un voyageur traversant un territoire inconnu ne pouvait pas nécessairement accéder à l'hébergement d'un hospice qui était destiné aux membres connus de la communauté, considérés comme des pauvres méritants. Cela créait une tension cruciale entre l'obligation chrétienne et la réalité pratique. L'enseignement théologique était clair: aider les voyageurs, en particulier les pauvres et les désespérés. Pourtant, les monastères et les hospices avaient des ressources limitées. Les aubergistes avaient un besoin de profit pour maintenir leurs entreprises. Certains membres du clergé exploitaient des auberges commerciales, équilibrant le devoir spirituel et la nécessité financière. L'hébergement monastique gratuit ou bon marché concurrençait les auberges commerciales, faisant baisser les prix là où les deux existaient, mais laissant de vastes zones desservies uniquement par des établissements à but lucratif. Le résultat économique fut un système à deux vitesses: la charité pour ceux qui pouvaient y accéder et ne pouvaient rien se permettre, le commerce pour ceux qui avaient des ressources. Mais la crise hivernale submergeait parfois les deux niveaux. Les monastères se remplissaient à pleine capacité les nuits rudes, incapables d'accueillir tous ceux qui cherchaient un abri. Les auberges commerciales augmentaient leurs prix, excluant même ceux qui avaient des moyens modestes. Qui passaient à travers les mailles du filet? Les pauvres en voyage sans accès au monastère faisaient face à la mort. Ceux qui se retrouvaient entre des destinations où aucun monastère n'existait n'avaient que des options commerciales qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Les personnes fuyant des circonstances sans argent, les réfugiés de guerre, de mauvaises récoltes ou de la peste, voyageaient par désespoir, mais ne pouvaient pas payer les aubergistes. Ceux qui étaient considérés comme des pauvres indignes, des hommes valides sans emploi, des femmes voyageant sans tuteur masculin, quiconque suscitait la méfiance, se retrouvaient exclus de la charité, mais incapables de se permettre le commerce. Les auberges commerciales offraient une alternative lorsque la charité s'avérait insuffisante. L'hébergement payant offrait une fiabilité. Un marchand qui arrivait tard pouvait raisonnablement s'attendre à une place s'il pouvait payer, alors que compter sur la charité monastique signifiait risquer de ne pas trouver de disponibilité. Une meilleure qualité pour ceux qui pouvaient se le permettre signifiait de vrais lits plutôt que de la paille sur le sol, de la nourriture substantielle plutôt que du gruau, de l'intimité plutôt que de s'entasser avec des étrangers. Ce n'étaient pas des luxes futiles, mais de réelles améliorations du confort et de la sécurité. De plus, les auberges commerciales soutenaient l'économie et le commerce médiévaux. Elles permettaient le commerce à longue distance en fournissant des points d'arrêt fiables. Elles créaient des emplois stables pour les aubergistes, le personnel et les artisans associés. Elles généraient des recettes fiscales pour les autorités locales. Le réseau d'auberges commerciales rendait les voyages possibles toute l'année, empêchant l'économie d'hiberner pendant l'hiver. C'était cette véritable contribution au bien-être de la société. La complexité morale résiste à une catégorisation simple. Ce n'était pas une pure exploitation contre une pure charité. La plupart des aubergistes étaient des hommes d'affaires légitimes, fournissant des services essentiels à leurs risques et périls, et après un investissement substantiel. Ils entretenaient des propriétés, achetaient des fournitures,
employaient des travailleurs et exploitaient des entreprises qui profitaient aux voyageurs et aux communautés. Certains facturaient des prix justes et traitaient les clients honnêtement. Le fait qu'il existait des aubergistes malhonnêtes ne condamne pas toute la profession. Les voyageurs bénéficiaient du réseau d'hospitalité commerciale. Un hébergement fiable rendait les voyages possibles, la capacité de planifier des itinéraires en sachant que des auberges seraient disponibles réduisait les risques. Les établissements de meilleure qualité offraient un confort et une sécurité réels. Les services commerciaux pour les marchands permettaient un commerce qui enrichissait la société. Le réseau d'auberges commerciales représentait un investissement en infrastructures qui élargissait les possibilités humaines. Les conditions hivernales faisaient des auberges une nécessité, pas un luxe. C'est peut-être le point crucial. Contrairement à l'été, où dormir à la dure était inconfortable mais survivable, l'hiver rendait l'hébergement commercial essentiel à la survie. L'aubergiste qui entretenait les feux, stockait les provisions et maintenait son établissement opérationnel pendant les mois rudes fournissait un service d'une immense valeur. Qu'est-ce qui constitue un prix juste pour un abri potentiellement salvateur? La théorie économique offre des conseils limités. La tarification au coût de production sous-évaluerait le service, ignorant sa fonction de préservation de la vie. La tarification au marché en situation d'urgence semble sanctionner l'exploitation. La charité obligatoire éliminerait l'incitation commerciale à maintenir l'infrastructure. La société médiévale s'est débattue avec ces tensions, créant des systèmes mixtes combinant des éléments commerciaux et caritatifs, imposant certaines réglementations tout en laissant les forces du marché opérer, condamnant l'exploitation tout en reconnaissant le profit légitime. L'écosystème qui en a résulté, imparfait et parfois cruel, a néanmoins permis les voyages d'hiver. Des gens ont survécu à des voyages qui les auraient tués sans le réseau d'hospitalité. Le commerce a continué malgré l'hiver. Des messages ont été livrés, des pèlerinages accomplis, des familles réunies. Le système fonctionnait, d'une certaine manière, bien que ceux qui n'avaient pas de ressources payaient de leur vie, tandis que ceux qui avaient de la richesse ne payaient que de leur argent. Ce triage sévère reflétait et renforçait les hiérarchies sociales médiévales plus larges. Qui voyageait en hiver malgré les dangers mortels? La réponse en dit long sur les priorités et les nécessités médiévales. Les marchands avec des marchandises périssables ou des contrats urgents ne pouvaient pas se permettre de retard. Un marchand qui s'était engagé à livrer du tissu à une foire de février faisait face à la ruine financière si le temps hivernal empêchait l'exécution. Les obligations contractuelles, la réputation dans les réseaux commerciaux et les profits potentiels poussaient les marchands sur les routes gelées malgré les risques. Ils voyageaient en groupe si possible, engageaient des gardes, planifiaient soigneusement leurs itinéraires autour d'auberges fiables et budgétisaient des sommes substantielles pour l'hébergement. Les messagers portaient des nouvelles urgentes qui ne pouvaient attendre le printemps. Les décrets royaux, les ordres militaires, les communications diplomatiques, les nouvelles de naissance et de décès dans les familles nobles, tout nécessitait une transmission rapide, quelle que soit la saison. Les messagers voyageaient légers et vite, changeant de chevaux à des points stratégiques, bravant des conditions qui arrêteraient les voyageurs ordinaires. Ils étaient payés pour prendre des risques que d'autres évitaient, et leur taux de mortalité le reflétait. Les pèlerins qui commençaient leur voyage en automne se faisaient parfois surprendre par un hiver précoce ou sous-estimaient la durée du voyage. Un pèlerin d'Angleterre en route pour Rome ou Saint-Jacques-de-Compostelle s'embarquait pour un voyage de plusieurs mois. Commencer en septembre, avec l'espoir de terminer le pèlerinage avant l'hiver, pouvait s'avérer optimiste. Une maladie inattendue, des détours pour visiter d'autres lieux saints, des blessures ou simplement une progression plus lente que prévu pouvaient laisser les pèlerins loin de chez eux lorsque la neige commençait à tomber. Ils faisaient alors face à un choix brutal, s'abriter quelque part pour l'hiver, continuer malgré le temps, ou tenter de rentrer chez eux dans des conditions de plus en plus mauvaises. Les réfugiés voyageaient par nécessité plutôt que par choix, ceux qui fuyaient les zones de guerre, les épidémies de peste, la famine ou la persécution se déplaçaient lorsque les circonstances l'exigeaient. Une ville assiégée produisait des réfugiés qui fuyaient en hiver plutôt que de faire face à la famine ou au massacre. La peste pouvait frapper en toute saison, poussant des populations terrifiées sur les routes. Les mauvaises récoltes forçaient les paysans à chercher de la nourriture dans d'autres régions, hiver ou non. Pour les réfugiés, le danger du voyage rivalisait avec d'autres menaces mortelles, et parfois, les routes d'hiver semblaient le meilleur pari. Les travailleurs en quête d'emploi voyageaient de manière saisonnière, y compris pendant les transitions hivernales.
Les travailleurs saisonniers se déplaçaient entre les régions en suivant les récoltes. Les artisans qualifiés se rendaient sur de grands projets, construction de cathédrales, de châteaux, grands travaux civils, où leur expertise était nécessaire. Ces travailleurs planifiaient leurs déplacements pour arriver lorsque le travail devenait disponible, ce qui ne coïncidait pas toujours avec un temps de voyage agréable. Le chômage hivernal dans une région pouvait pousser les travailleurs vers les villes où un travail à l'année existait. La noblesse et les fonctionnaires voyageaient pour des affaires obligatoires. Les rois convoquèrent les nobles à la cour. Les évêques exigeaient que les prêtres assistent au synode. Les procédures judiciaires exigeaient une présence quel que soit le temps. Le service militaire appelait les hommes aux armes. Ces obligations entraînaient des pénalités pour non-respect, qui dépassaient les risques du voyage. Un noble qui ne se présentait pas lorsqu'il était convoqué risquait de perdre ses domaines ou la faveur royale. Mieux valait risquer les routes d'hiver que de faire face à des conséquences politiques certaines. La préparation pour un voyage d'hiver signifiait une planification minutieuse et un investissement substantiel en équipement. Des vêtements en laine épaisse fournissaient une isolation essentielle. Les voyageurs médiévaux superposèrent les vêtements, sous-vêtements en lin contre la peau, chausses et tuniques en laine, manteaux épais et capuchons doublés. La laine possède des propriétés remarquables. Elle isole même lorsqu'elle est mouillée et repousse naturellement l'eau. Les paysans doublaient leurs vêtements de peau de lapin ou d'agneau. Les voyageurs plus riches pouvaient se permettre de meilleures fourrures. L'air emprisonné entre les couches amples fournissait une isolation supplémentaire, un principe que les gens du Moyen Âge comprenaient par expérience, sinon par théorie scientifique. Les bottes, les mitaines et les manteaux à capuchon protégeaient les extrémités où les gelures frappaient en premier. Les voyageurs emportaient des provisions, de la viande séchée, du fromage à pâte dure, du pain, car les tempêtes d'hiver pouvaient les piéger entre des destinations où aucune nourriture n'était disponible. Planifier les itinéraires autour d'auberges connues était essentiel. Les gens du Moyen Âge calculaient soigneusement les distances et les heures de clarté. Un voyageur partant à l'aube avec 8 heures de lumière hivernale devait atteindre la prochaine auberge dans cette fenêtre de temps, ou faire face à une nuit dehors. Voyager en groupe offrait de multiples avantages. La chaleur corporelle partagée en se blottissant les uns contre les autres pouvait empêcher la mort si l'on était pris entre 2 auberges. Les membres du groupe pouvaient se relayer pour rester éveillés toute la nuit afin d'entretenir les feux et de surveiller les dangers. Les bandits hésitaient à attaquer des groupes plus importants. Si quelqu'un tombait ou se blessait, les autres pouvaient lui porter assistance. Les coûts partagés pour l'hébergement réduisaient les dépenses individuelles. Le marchand, le serviteur et le garde voyageant ensemble formaient une unité défensive plus sûre et plus économique que le voyage en solo. Les réseaux sociaux entre aubergistes créaient une infrastructure informelle. Les aubergistes connaissaient d'autres aubergistes le long des routes commerciales, formant des liens professionnels. Ils envoyaient des messages à l'avance annonçant des groupes de voyageurs, recommandant des clients ou avertissant des fauteurs de troubles. Ils dirigeaient les voyageurs vers le prochain arrêt sûr et conseillaient sur l'état actuel des routes. Les réseaux de marchands dépendaient de ces connexions. Un marchand arrivant dans une auberge à Libourne pouvait s'attendre à ce que l'aubergiste connaisse des établissements fiables à Bordeaux et au-delà. Les liens de guildes renforçaient ces réseaux. Les marchands appartenant à des associations commerciales internationales bénéficiaient d'un traitement préférentiel dans les auberges exploitées par des membres de la guilde ou leurs associés. L'information circulait par ces canaux. Quelles routes étaient inondées, où les bandits étaient actifs, quelle ville connaissait la peste. Ce réseau de renseignements réduisait les risques et améliorait l'efficacité des voyages. Des systèmes de réputation se développaient organiquement. Les bons aubergistes acquéraient une réputation qui leur apportait une clientèle fidèle. Les établissements corrompus se retrouvaient boycottés à mesure que la rumeur se propageait, créant des incitations économiques à l'honnêteté. Le personnel des auberges formait l'infrastructure humaine derrière le système. Les familles d'aubergistes travaillaient généralement ensemble dans l'entreprise, les épouses gérant les cuisines, les enfants aidant au service et les parents s'occupant de diverses tâches. Des serviteurs et des ouvriers supplémentaires s'occupaient des écuries pour les animaux, entretenèrent les feux toute la nuit, cuisinèrent les repas, nettoyèrent les installations et assuraient la sécurité. C'étaient des opportunités d'emploi dans une économie où un travail stable était précieux. Les auberges prospères employaient des dizaines de personnes, créant une activité économique au-delà du simple profit de l'aubergiste. Les variations saisonnières de l'activité créaient des rythmes distincts. L'été apportait un volume élevé, une concurrence accrue
et des prix plus bas. Les voyageurs inondèrent les routes et plusieurs auberges se disputaient leur clientèle. Les aubergistes réalisaient leurs profits estivaux grâce au volume plutôt qu'à des marges élevées. L'hiver voyait un faible volume mais des prix plus élevés de la part de clients désespérés. Les aubergistes stratégiques utilisaient les profits de l'été pour maintenir leurs opérations pendant les mois maigres de l'hiver. Le printemps et l'automne représentaient des saisons modérées, avec une activité stable. Les saisons de pèlerinage d'avril à septembre offraient des opportunités particulières. Les pèlerins empruntaient des routes établies vers les grands sanctuaires, créant une demande prévisible. Les auberges le long de ces routes prospéraient pendant la saison des pèlerinages, puis faisaient de face à des mois calmes en dehors de celle-ci. Les aubergistes intelligents se diversifiaient, peut-être en menant des opérations agricoles parallèlement à leurs activités d'hospitalité, ou en s'engageant eux-mêmes dans le commerce, utilisant l'hiver pour réparer les installations et reconstituer les stocks pour la prochaine saison de voyage. Le rôle que les auberges jouaient dans le commerce médiéval était fondamental. Le commerce à longue distance nécessitait des points d'arrêt fiables où les marchands pouvaient se reposer et où les marchandises pouvaient être stockées en toute sécurité. Les auberges fournissaient des entrepôts, fractionnaient les envois en vrac en lots plus petits, coordonnaient différents modes de transport et permettaient des réseaux de confiance pour les transactions commerciales. Un marchand d'Angleterre n'avait pas besoin d'accompagner personnellement la laine jusqu'en Italie, si des aubergistes fiables le long de la route pouvaient être chargés de la logistique. Cela rendait le commerce international possible pour les petits marchands qui ne pouvaient pas se permettre de passer des mois à voyager avec chaque envoi. La concurrence et la coopération coexistaient de manière complexe. Sur les routes principales, plusieurs auberges se disputaient les voyageurs, ce qui entraînait des améliorations de la qualité et limitait les prix. Mais dans les zones reculées à faible demande, la coopération avait du sens. Mieux valait aider les concurrents en difficulté à survivre que de les voir faire faillite et laisser des régions entières sans hébergement. Les réglementations des guildes équilibraient ces dynamiques, empêchant une concurrence acharnée qui pourrait mener tout le monde à la ruine tout en limitant une coopération excessive qui deviendrait une entente sur les prix. L'impact économique sur les villes s'étendait bien au-delà des profits directs des aubergistes. Les voyageurs apportaient de l'argent qui circulait dans les économies locales. Les forgerons réparaient les fers à cheval et les chariots. Les boulangers vendaient du pain. Les brasseurs fournissaient de la bière. Les palefreniers gagnaient des salaires. Les prostituées, les amuseurs et les marchands bénéficiaient tous de la présence des voyageurs. Les tournois et les foires nécessitaient un hébergement, et les villes dotées de bonnes auberges attiraient de plus de visiteurs et de commerces. Les autorités urbaines le reconnaissaient et soutenaient le développement des auberges par des réglementations favorables et des investissements en infrastructures comme l'amélioration des routes. Cet écosystème fonctionnait imparfaitement, mais suffisamment efficacement pour permettre le commerce et la communication médiévaux. L'hiver restait dangereux, mais il n'arrêtait pas complètement les mouvements humains. Le réseau d'auberges commerciales, complété par l'hospitalité monastique et réglementé par des cadres juridiques croissants, a créé une infrastructure qui a élargi les possibilités humaines. Pourtant, tout le monde n'en bénéficiait pas de la même manière. L'accès à ce système était directement corrélé à la richesse et au statut, et ceux qui en étaient exclus faisaient face à des conséquences plus graves qu'un simple désagrément. Les preuves documentaires du coût humain des voyages d'hiver nous parviennent de manière fragmentée à travers les sources médiévales, mais ces fragments brossent un tableau sinistre. Une lettre datant d'environ 1400 décrit des fermiers en Norvège, officiellement obligés de ramasser les corps dans les cols de montagne entre l'Homme et Sogne. Il ne s'agissait pas d'une réponse d'urgence à une catastrophe inhabituelle, mais d'un devoir régulier, systématisé parce que cela se produisait si souvent. Les voyageurs tentant de franchir ces cols mouraient d'hypothermie, d'avalanches, de chutes dans des crevasses de glaciers. Leurs corps gelés attendaient le dégel printanier et leur récupération. La bureaucratisation de la collecte des cadavres témoigne de la routine qu'étaient devenus les morts lors des voyages d'hiver. Une chronique de Montpellier de 1389 rapporte des chutes de neige prolongées en Lozère, si sévères que des gens moururent de froid, d'autres de faim. Il ne s'agissait pas de voyageurs, mais de résidents piégés par le temps, mais les récits mentionnent également des voyageurs pris sur les routes. Les chroniqueurs médiévaux, généralement préoccupés par les événements politiques et religieux, ne mentionnaient les décès dus aux intempéries que lorsqu'ils se produisaient à une échelle inhabituellement grande. Les événements que les chroniqueurs prenaient la peine de consigner représentent des cas exceptionnels.
Les décès routiniers n'étaient pas enregistrés, perdus dans le silence historique. Le choix auquel les voyageurs pauvres étaient confrontés était brutal. Payer des prix qu'ils ne pouvaient pas se permettre, ou accepter un risque élevé de mort. Un ouvrier gagnant 2 pence par jour, qui devait voyager 10 jours, faisait face à 20 arrêts nocturnes. Même aux tarifs les plus bas d'un penny par nuit pour un hébergement minimal, cela consommait 10 jours de salaire juste pour dormir, égalant l'intégralité du revenu gagné grâce au travail qui rendait le voyage nécessaire. Ajouter les coûts de la nourriture rendait l'arithmétique impossible. Les pauvres voyageant en hiver trouvèrent soit la charité, soit dormaient à la dure et risquèrent la mort, soit ne voyagèrent pas du tout. Les disparités de classe en matière de survie étaient brutales et explicites. Les voyageurs riches pouvaient se permettre de bonnes auberges, des chambres privées, une nourriture abondante et plusieurs ensembles de vêtements chauds. Ils voyageaient avec des serviteurs qui s'occupaient des tâches physiques. Ils engageaient des gardes pour leur protection. Ils transportèrent des fonds pour les urgences. L'hiver était inconfortable pour eux, mais rarement fatal. Les marchands traitaient l'hébergement comme une dépense professionnelle nécessaire, budgétisant en conséquence. Leur taux de survie était élevé, car ils achetaient la sécurité par des moyens commerciaux. Les artisans et les paysans modérément prospères occupaient une position marginale. Ils pouvaient se permettre des lits partagés et une nourriture minimale, mais les dépenses consommaient une part importante de leurs revenus. Un artisan gagnant 4 pence par jour pouvait survivre à un voyage d'hiver, en budgétisant soigneusement et en acceptant des hébergements de mauvaise qualité. Le voyage les appauvrirait temporairement, mais la survie était possible. Ils vivaient sur le fil du rasoir, entre ceux qui pouvaient acheter la sécurité et ceux qui ne le pouvaient pas. Les ouvriers gagnant 2 pence par jour ne pouvaient généralement pas se permettre de voyager en hiver du tout. Lorsqu'ils devaient voyager, fuyant la famine, cherchant un emploi, remplissant des obligations, ils comptaient sur la charité ou dormaient à la dure. Leurs taux de mortalité lors des voyages d'hiver ont dû être horribles, bien que nous manquions de statistiques. Les pauvres qui mouraient de froid sur les routes médiévales n'ont pas laissé de documents. Ils ont disparu dans des tombes anonymes ou ont été enregistrés comme des corps sans nom dans de brèves entrées de chroniques. Les femmes voyageant seules faisaient face à des dangers supplémentaires au-delà du froid et des dépenses. La société médiévale considérait avec suspicion les femmes voyageant sans protection masculine. Certaines auberges leur refusaient le service. D'autres les logeaient dans des quartiers avec des étrangers masculins, créant une vulnérabilité aux agressions. Des quartiers séparés pour les femmes existaient dans les meilleurs établissements, mais étaient souvent indisponibles dans les auberges moins chères que les femmes plus pauvres pouvaient se permettre. Les femmes enceintes, en particulier à des stades avancés, faisaient face à un danger extrême. Voyager en hiver pendant la grossesse combinait de multiples facteurs de risque, une mobilité réduite, des besoins caloriques plus élevés, des complications si le travail commençait entre 2 destinations, en une condamnation à mort quasi certaine. La capacité réduite des voyageurs âgés à supporter le froid rendait les voyages d'hiver particulièrement mortels. Le métabolisme réduit d'une personne âgée générait moins de chaleur corporelle. Leur rythme plus lent signifiait une exposition plus longue aux éléments. Les problèmes de santé liés à l'âge s'aggravaient dans le froid. Pourtant, les personnes âgées devaient parfois voyager pour des obligations religieuses, des affaires familiales, des nécessités économiques, malgré les risques. Ceux qui avaient de la richesse achetaient la sécurité. Ceux qui n'en avaient pas faisaient face à des chances infimes. Les voyageurs malades ou blessés dépendaient entièrement de la pitié de l'aubergiste. Un voyageur qui tombait malade en cours de route ne pouvait pas continuer, mais pouvait manquer de fonds pour un séjour prolongé. Les aubergistes faisaient face à un choix, faire la charité et absorber les coûts, ou expulser le malade dans un temps qui le tuerait. Certains aubergistes faisaient preuve de pitié, d'autres calculaient froidement. Mieux valait perdre la bonne volonté d'un client que de nourrir un invalide non payant pendant des semaines. Le christianisme médiéval enseignait la charité, mais la pression commerciale poussait à l'expulsion. Les pauvres malades mouraient, les riches malades se rétablissaient. La psychologie du désespoir a façonné de nombreuses rencontres. Imaginez le voyageur pris dans une tempête inattendue. La nuit tombe, la température chute, la neige s'accumule. Ils sont à des miles de tout abri qu'ils connaissent. La visibilité diminue, le froid pénètre même leur couche de laine. Puis, remarquablement, des lumières apparaissent au loin, une auberge. Le soulagement est immense, inondant le corps et l'esprit. Ils paieraient n'importe quoi, promettraient n'importe quoi pour atteindre cet intérieur chaleureux.
Les aubergistes voyaient ce désespoir sur d'innombrables visages et savaient exactement ce dont ils étaient témoins, la volonté de payer n'importe quel prix lorsque la vie était menacée. Les opinions morales contemporaines sur cette dynamique divisaient la société. Le christianisme médiéval enseignait clairement que profiter de la souffrance des autres était un péché. L'aubergiste qui facturait des tarifs exorbitants aux voyageurs désespérés pour un abri de base violait les principes de la charité chrétienne. Les sermons condamnaient un tel comportement. Les textes théologiques en discutaient comme un exemple d'avarice, l'un des 7 péchés capitaux. Le voyageur riche exploité de cette manière pouvait simplement être incommodé. Mais le voyageur pauvre facturé au-delà de ses moyens, puis expulsé pour mourir, commettait une sorte de meurtre. Pourtant, les perspectives commerciales défendaient les aubergistes. Ils fournissaient un service essentiel à leurs propres frais. Ils investissaient des capitaux dans des propriétés et des opérations. Ils employaient des travailleurs. Ils entretenaient des installations toute l'année, y compris pendant les mois d'hiver coûteux et à faible volume. Ils méritaient sûrement une compensation. Le voyageur qui se présentait à leur porte en exigeant un abri pour un paiement minimal demandait à l'aubergiste d'absorber les coûts et les risques. Quelle obligation un aubergiste devait-il à des étrangers au-delà de l'honnêteté de base? La société médiévale n'a jamais résolu cette tension de manière satisfaisante. Les effets à long terme se sont répercutés sur la vie médiévale. Certains voyageurs se sont ruinés en payant les frais de voyage d'hiver, arrivant à destination sans le sou et désespérés. D'autres ont évité des voyages nécessaires, limitant les opportunités économiques et les liens sociaux. Des familles sont restées séparées, parce que l'hiver rendait la réunification trop chère ou dangereuse. Le commerce a considérablement diminué en hiver, créant un chômage saisonnier et une inefficacité économique. L'isolement social pendant les mois d'hiver a contribué à la perception médiévale de l'hiver comme une saison morte où la vie normale était suspendue. Le coût humain cumulé, tous les décès, les faillites, les opportunités manquées, les liens rompus restent incalculables. Les archives médiévales ne documentent pas systématiquement de telles pertes. Nous savons que des gens mouraient d'exposition au froid en grand nombre. Nous savons que la pauvreté excluait beaucoup de l'hospitalité commerciale. Nous savons que la charité chrétienne ne pouvait pas répondre à tous les besoins. Les lacunes de ces systèmes étaient comblées par des corps gelés que les fermiers médiévaux étaient obligés de ramasser chaque printemps, victimes anonymes de forces économiques et environnementales qui rendaient les voyages d'hiver soit incroyablement chers, soit tout simplement impossibles. L'auberge médiévale est l'ancêtre direct des hôtels, motels et entreprises d'accueil modernes. Les modèles économiques développés au Moyen Âge persistent sous des formes modifiées. Le concept de fournir un hébergement, de la nourriture et des services aux voyageurs contre un profit est né à cette période. Les cadres réglementaires qui ont commencé à se former au XIVe et XVe siècle ont évolué pour devenir le droit moderne de l'hôtellerie. La tension entre la maximisation du profit et la qualité du service qui troublait les aubergistes médiévaux reste au cœur des débats modernes sur l'hospitalité. Comprendre cette histoire éclaire les problèmes contemporains. Les principes économiques révélés dans la dynamique des auberges médiévales opèrent à travers le temps et le contexte. L'offre et la demande fonctionnaient sous une forme extrême lorsque le temps hivernal créait une inélasticité parfaite de la demande. Un voyageur confronté à la mort sans abri paierait n'importe quel prix, ce qui signifie que la demande devenait totalement insensible au changement de prix. L'élasticité prix, la mesure économique de la façon dont la demande réagit au changement de prix, approchait de zéro ou devenait même négative. Des prix plus élevés ne pouvaient ne pas réduire la demande car l'alternative était la mort. Des conditions de monopole naturel ont émergé de l'isolement géographique. Chaque auberge possédait un monopole temporaire sur les voyageurs qui arrivaient à la tombée de la nuit, trop loin des alternatives. L'économie moderne reconnaît les monopoles naturels dans les services publics et les infrastructures où la concurrence est impraticable. Le voyage d'hiver médiéval créait des monopoles naturels temporaires et récurrents qui donnaient aux fournisseurs un pouvoir de tarification énorme. Comprendre ce précédent historique aide à analyser les situations de monopole modernes. L'asymétrie d'information entre les aubergistes et les voyageurs créait un avantage exploitable. Les aubergistes connaissaient les coûts réels, les options alternatives, les conditions routières à venir, et si leur établissement était honnête. Les voyageurs ne possédaient aucune de ces informations et ne pouvaient pas les acquérir facilement. La théorie économique moderne reconnaît l'asymétrie d'information comme un problème fondamental,
nécessitant une intervention. Les tentatives médiévales de réglementation par le biais de licences, de normes de guildes et de lois de protection des clients représentent les premières tentatives de gestion de ces problèmes. Le rôle de la réglementation dans la protection des consommateurs vulnérables a un précédent médiéval. Le développement du droit des aubergistes, des normes de responsabilité et des contrôles de prix découlait de la reconnaissance que les marchés non réglementés produisaient une exploitation inacceptable. Les gens du Moyen Âge ont découvert par expérience que les forces pures du marché, opérant sur des personnes désespérées et vulnérables, conduisaient à des résultats que la société jugeait immoraux. Leurs réponses réglementaires, aussi imparfaites soient-elles, ont établi le principe que le gouvernement a un rôle à jouer dans la protection des consommateurs dans des situations de vulnérabilité extrême. Le petit âge glaciaire démontre l'impact profond du climat sur l'économie et le commerce. Lorsque les températures moyennes ont chuté de 2 degrés Celsius, des secteurs économiques entiers se sont transformés. Les schémas commerciaux ont changé, la production agricole a diminué. Les infrastructures qui fonctionnaient de manière adéquate dans des périodes plus chaudes sont devenues inadéquates. Les investissements se sont dirigés vers des adaptations au froid, comme un chauffage amélioré. La société médiévale s'est adaptée progressivement par des mécanismes de marché, les auberges sont devenues plus rentables, stimulant l'investissement, mais l'adaptation a été douloureuse, coûteuse et incomplète. Les parallèles modernes avec le changement climatique sont évidents. Le réchauffement climatique contemporain modifie l'agriculture, met à rude épreuve les infrastructures, crée des réfugiés climatiques et nécessite des investissements massifs d'adaptation. L'expérience médiévale montre à la fois que les sociétés peuvent s'adapter à des changements climatiques importants et que l'adaptation impose des coûts énormes inégalement répartis entre les populations. Les pauvres ont souffert de manière disproportionnée pendant le petit âge glaciaire parce qu'ils ne pouvaient pas acheter les adaptations que les riches pouvaient se permettre. Des dynamiques similaires opèrent aujourd'hui. L'éthique de la tarification de nécessité reste non résolue. Quand un prix élevé en cas d'urgence est-il une compensation équitable pour un service rare et précieux par rapport à un profit abusif tiré du désespoir? La société médiévale a débattu de cela intensément. La société moderne fait face à des questions identiques. L'eau devrait-elle coûter plus cher pendant les sécheresses? Les générateurs devraient-ils coûter plus cher après que les ouragans ont coupé l'électricité? Les masques devraient-ils coûter plus cher pendant les pandémies? Les hôtels devraient-ils augmenter leurs tarifs lorsque les gens fuient des catastrophes? Les solutions médiévales offrent des précédents instructifs. Les contrôles de prix ont tenté d'empêcher l'exploitation, mais se sont avérés difficiles à appliquer et ont parfois eu l'effet inverse en éliminant l'incitation à fournir des services. Les alternatives caritatives aux solutions de marché pur ont aidé ceux qui étaient complètement exclus par les prix, mais ne pouvaient pas servir tout le monde. Les approches d'économie mixte combinant des secteurs commerciaux et caritatifs ont mieux fonctionné que l'un ou l'autre seul. Les licences et les normes de qualité protégèrent les consommateurs sans éliminer les incitations commerciales. Les réglementations des guildes fonctionnaient comme des mécanismes précoces de protection des consommateurs, bien qu'imparfaitement. Les guildes maintenaient des normes minimales, fournissaient des informations aux voyageurs sur les établissements membres et créaient une responsabilité par le biais de systèmes de réputation. Cependant, les guildes permettaient également l'entente sur les prix et protégeaient les intérêts des membres au détriment du bien-être des consommateurs. La double nature des guildes médiévales, à la fois protectrice et exploiteuse, est parallèle aux associations professionnelles modernes, au Conseil de l'ordre et à l'autorégulation de l'industrie qui combinent la protection des consommateurs avec la protection de l'industrie. Ce que nous apprenons sur la vie médiévale s'étend au-delà de l'économie de l'hospitalité. Les conditions matérielles difficiles que les gens du Moyen Âge enduraient quotidiennement dépassent l'imagination moderne. La présence constante du risque de mort façonnait les décisions et la psychologie. Un voyage d'hiver que nous considérerions comme un inconvénient de routine représentait un pari potentiellement mortel. Ce contexte est essentiel pour comprendre la culture, la religion et les valeurs médiévales. Lorsque la mort était réellement courante et présente, les enjeux de vie et de mort imprégnaient les décisions quotidiennes. L'importance de la communauté et des réseaux devient claire. La survie individuelle dépendait souvent des liens sociaux. Les guildes de marchands, les communautés religieuses, les réseaux familiaux et les associations professionnelles fournissaient un soutien crucial que les individus ne pouvaient pas obtenir seuls. L'accent moderne sur l'individualisme
masque à quel point les gens du Moyen Âge dépendaient de la communauté pour leur survie. Le voyageur d'hiver, qui ne pouvait accéder à aucun réseau social, aucune guilde de marchands pour recommander des auberges sûres, aucun ordre religieux pour fournir la charité, aucune famille pour l'abriter, faisait face à des chances considérablement pires que les voyageurs bien connectés. La stratification sociale dans l'accès aux ressources de survie était explicite et brutale. La richesse achetait directement la probabilité de survie. Les riches vivaient, les pauvres mouraient, et le système ne prétendait pas le contraire. Le christianisme médiéval enseignait l'égalité devant Dieu, mais la réalité matérielle démontrait une profonde inégalité dans l'accès aux ressources vitales. Cette stratification s'étendait à tous les aspects de la vie médiévale, mais le voyage d'hiver la rendait crûment visible. Ceux qui pouvaient s'y payer pour les auberges survivaient aux hivers. Ceux qui ne le pouvaient pas, souvent, ne survivaient pas. Pourtant, les gens du Moyen Âge ont fait preuve d'une résilience et d'une adaptation remarquables. Ils ont développé une technologie vestimentaire qui fournissait une isolation efficace. Ils ont créé une infrastructure d'hospitalité permettant de voyager toute l'année malgré un climat brutal. Ils ont construit des cadres réglementaires tentant d'équilibrer les incitations commerciales et l'exploitation. Ils ont maintenu des systèmes caritatifs aux côtés des systèmes commerciaux. Ils ont formé des associations de protection et partagé des informations. La société médiévale n'était pas impuissante face aux forces de la nature, mais s'est activement adaptée en utilisant les outils et les connaissances disponibles. Le commerce et la motivation du profit coexistaient avec les valeurs chrétiennes de manière complexe. Les gens du Moyen Âge n'étaient pas des hypocrites pour mettre l'accent sur la charité, tout en exploitant des entreprises commerciales. Ils se débattaient sincèrement avec la tension entre les obligations morales et les nécessités pratiques. Certains individus donnèrent la priorité au profit sur la charité et étaient critiqués pour cela. D'autres donnèrent la priorité à la charité à leur propre détriment et étaient loués pour leur sainteté. La plupart opéraient entre les deux, essayant d'équilibrer la survie et la vertu, le pragmatisme et le principe. L'auberge médiévale incarne parfaitement ces tensions. C'était à la fois un service essentiel et un véhicule d'exploitation, à la fois une innovation commerciale et un compromis moral, à la fois une infrastructure salvatrice et un rappel d'une inégalité brutale. Comprendre cette complexité empêche les jugements moraux simples qui déforment la réalité historique. Les aubergistes médiévaux n'étaient ni uniformément des méchants, ni uniformément des héros. C'étaient des gens naviguant dans des circonstances difficiles, avec des pressions concurrentes, tout comme les gens à travers l'histoire et aujourd'hui. Le voyageur gelé arrivant dans une auberge médiévale un soir d'hiver a connu des dynamiques qui révèlent des aspects fondamentaux de l'économie, de la société et de l'éthique médiévale. L'hiver pendant le petit âge glaciaire a transformé le voyage en une activité mortelle de fin septembre à début mars, avec des températures chutant de 2 degrés Celsius en dessous des normes d'avant le XIVe siècle. La Grande Famine a tué entre 5 et 12 millions de personnes. La mer Baltique a gelé complètement plusieurs fois. Les chroniques ont enregistré des gens mourant de froid et de faim à travers l'Europe. Dans ce contexte brutal, les auberges commerciales ont émergé comme une infrastructure essentielle, permettant la poursuite des voyages et du commerce. La pénurie hivernale a donné aux aubergistes un pouvoir de tarification important, approchant des conditions de monopole. Les voyageurs arrivant au crépuscule faisaient face à un choix impossible, payer ce qui était demandé ou faire face à une mort probable dans l'obscurité glaciale. Les registres de prix de 1331 montrent qu'une seule nuit d'hébergement et de repas pouvait coûter plusieurs jours de salaire pour les ouvriers ordinaires, rendant les voyages d'hiver inabordables pour les pauvres. Ceux qui étaient exclus de l'hospitalité commerciale mouraient souvent d'exposition, leur corps étant ramassé par des fermiers officiellement obligés de récupérer les victimes de l'hiver. Certains aubergistes exploitaient les voyageurs désespérés par des prix excessifs, une collusion avec les voleurs de grands chemins et un vol pur et simple. Le droit médiéval anglais favorisait de plus en plus les clients, reflétant des schémas de corruption réels et récurrents. Pourtant, la plupart des aubergistes fournissaient un service essentiel légitime, après un investissement en capital substantiel, et à leurs risques et périls. Le réseau d'hospitalité commerciale a permis le commerce à longue distance, créé des emplois et rendu les voyages possibles toute l'année pour ceux qui pouvaient se le permettre. La tension entre l'obligation de charité chrétienne et le profit commercial a généré des systèmes parallèles. Les monastères fournissaient un hébergement gratuit ou à coût minime comme un devoir religieux,
mais les contraintes financières limitaient leur capacité. Les auberges commerciales servaient les clients payants, mais excluaient les pauvres. Ce système à deux vitesses laissait des populations vulnérables, les pauvres, les réfugiés, les femmes voyageant seules, passer à travers les mailles du filet entre la charité et le commerce. La société médiévale a tenté de réglementer par le biais de licences, de lois sur la responsabilité, de contrôle de prix et de normes de guildes, mais l'application restait difficile et l'exploitation persistait. La stratification sociale dans l'accès aux ressources de survie était explicite. Les riches achetaient la sécurité, les pauvres risquaient la mort, et le système ne prétendait pas à l'égalité. Le voyage d'hiver révélait et renforçait les hiérarchies médiévales. Ceux qui avaient du capital survivaient aux hivers qui tuaient ceux qui n'en avaient pas. Les gens du Moyen Âge se sont adaptés grâce à des vêtements améliorés, des associations de protection, des infrastructures d'hospitalité et des cadres réglementaires, mais l'adaptation était partielle, coûteuse et inégalement répartie. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, l'auberge médiévale éclaire des problèmes avec lesquels nous continuons de nous débattre. Les chocs climatiques produisent des perturbations économiques nécessitant une adaptation coûteuse, les coûts retombant le plus durement sur les plus vulnérables. Le petit âge glaciaire et le changement climatique contemporain partagent ce schéma. Les changements environnementaux mettent à rude épreuve les infrastructures, modifient les opportunités économiques, créent des gagnants et des perdants et exigent une adaptation sociétale. Les réponses médiévales, l'innovation commerciale, les institutions caritatives, l'intervention réglementaire, les approches d'économie mixte sont parallèles aux stratégies modernes d'adaptation au climat. Les débats sur la tarification en cas de catastrophe et les prix abusifs ont un précédent médiéval direct. Les produits de première nécessité devraient-ils coûter plus cher en cas d'urgence lorsque la demande explose et que l'offre est limitée? Les autorités médiévales ont tenté des contrôles de prix avec un succès mitigé, découvrant que les réglementations empêchant les prix élevés éliminaient parfois l'incitation à fournir des services, laissant encore plus de gens sans accès. Les débats modernes sur la tarification des fournitures après un ouragan, les coûts des équipements pendant une pandémie et les tarifs d'hébergement d'urgence revisitent des tensions éthiques et pratiques identiques. Les services essentiels et la réglementation appropriée restent se contester. Le droit médiéval des auberges a établi des principes toujours en vigueur. Les fournisseurs de services ont des obligations spéciales envers les clients vulnérables. La responsabilité s'étend au-delà des termes contractuels étroits et le gouvernement a un rôle légitime à jouer dans la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Pourtant, une réglementation excessive peut détruire l'incitation commerciale à fournir des services. L'expérience médiévale suggère que des approches équilibrées, combinant des mécanismes de marché, des garde-fous réglementaires et des alternatives caritatives, fonctionnent mieux que des solutions purement de marché ou purement réglementées. La tension entre le profit et le bien public transcende les périodes historiques. Les aubergistes médiévaux faisaient face à des coûts réels, nécessitant une compensation tout en exerçant un pouvoir de monopole sur des personnes désespérées. Étaient-ils des hommes d'affaires légitimes ou des opportunistes exploiteurs? La réponse est les deux, variant selon l'individu et les circonstances. Cette complexité résiste au récit simple et exige une analyse nuancée, reconnaissant plusieurs vérités simultanément. Les populations vulnérables, en situation de crise, nécessitent une protection spéciale. Le droit médiéval l'a reconnu en imposant des obligations accrues aux aubergistes et en développant des protections pour les clients. La protection moderne des consommateurs, les lois anti-discrimination et les réglementations d'urgence étendent ces principes. La reconnaissance sous-jacente reste constante. Lorsque les déséquilibres de pouvoir deviennent extrêmes et que la vulnérabilité est aiguë, les mécanismes de marché ordinaires produisent des résultats inacceptables, nécessitant une intervention. Lorsque nous regardons cette histoire avec les yeux d'aujourd'hui, nous voyons à la fois la continuité et le changement. La technologie spécifique diffère. Nous avons le chauffage central, le transport motorisé, la communication instantanée, mais les défis fondamentaux persistent. Comment équilibrons-nous les incitations commerciales et les obligations morales? Quels prix sont justes pour des ressources vitales? Qui mérite de l'aide lorsque les ressources sont rares? Quel rôle la réglementation doit-elle jouer sur les marchés? Ces questions troublaient les gens du Moyen Âge et nous troublent encore, suggérant qu'elles sont des caractéristiques durables de la société humaine plutôt que des problèmes que nous pouvons résoudre de manière permanente.
L'économie médiévale était bien plus complexe que ne le suggèrent les récits simplifiés du féodalisme. Le capitalisme commercial émergeait aux côtés de l'agriculture féodale. Les gens étaient des acteurs économiques rationnels, dans les limites de leurs contraintes, répondant aux incitations, créant des institutions, s'adaptant aux circonstances. L'industrie des auberges démontre des pratiques commerciales sophistiquées, investissement en capital, services logistiques, effets de réseau, système de réputation, coordination des guildes. Les gens du Moyen Âge ont répondu à leur monde avec intelligence et créativité. La résilience face à des difficultés extrêmes caractérise l'expérience médiévale. Les gens continuèrent de voyager malgré des risques mortels parce qu'ils le devaient. Ils se sont adaptés à la crise climatique par l'innovation technologique et le développement institutionnel. Ils ont créé des systèmes permettant la survie dans des conditions brutales. Leurs solutions étaient imparfaites, mais elles ont fonctionné assez bien pour soutenir la société à travers l'une des périodes climatiques les plus difficiles de l'histoire. Cette résilience offre à la fois inspiration et avertissement. Les humains peuvent s'adapter à un stress sévère, mais l'adaptation est coûteuse, incomplète et inégalement répartie. La nature humaine et les incitations économiques transcendent les périodes. Les aubergistes médiévaux répondaient aux incitations tout comme le font les hommes d'affaires modernes. Ils investissaient là où les rendements étaient attractifs, facturaient ce que les marchés pouvaient supporter, cherchaient des avantages sur leurs concurrents et équilibraient l'intérêt personnel et les obligations sociales. Les voyageurs médiévaux se comportaient comme les consommateurs modernes, cherchant la qualité et les bas prix, partageant des informations, punissant les mauvais acteurs par des boycotts et adaptant leur stratégie aux circonstances. Le contexte culturel différait profondément, mais les dynamiques économiques et psychologiques sous-jacentes restaient reconnaissables. Les solutions médiévales à des problèmes que nous rencontrons encore méritent notre attention, non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont été forgées par l'expérience. Lorsque les autorités médiévales ont décidé que les aubergistes devaient être responsables de la sécurité de leurs clients, elles avaient appris par une amère expérience que sans une telle responsabilité, la collusion des aubergistes avec les voleurs se produisait régulièrement. Lorsqu'elles ont exigé que les auberges accueillent les voyageurs arrivant à la tombée de la nuit, elles avaient vu des gens mourir après avoir été renvoyés. Lorsqu'elles ont tenté des contrôles de prix, elles ont découvert des difficultés d'application et des conséquences imprévues. Nous pouvons apprendre de leurs succès et de leurs échecs. L'auberge médiévale était simultanément exploitation et service essentiel, problèmes et solutions, innovation commerciale et compromis moral. Cette complexité est sa vérité. Les récits simples échouent parce que la réalité était compliquée. L'aubergiste qui facturait des prix élevés aux voyageurs désespérés profitait à la fois du désespoir et fournissait un service salvateur après un investissement substantiel. Le voyageur qui payait à contre-cœur était à la fois victime d'une tarification de monopole et bénéficiaire d'une infrastructure qui permettait son voyage. Les deux choses sont vraies simultanément. Comprendre le contexte historique est crucial pour un jugement précis. Selon les normes médiévales, avec les contraintes médiévales, en utilisant la technologie et les connaissances médiévales, le système d'hospitalité fonctionnait raisonnablement bien. Il a permis le commerce, maintenu la communication, soutenu le pèlerinage et sauvé d'innombrables vies, tout en contribuant sans aucun doute à d'autres décès par l'exclusion et l'exploitation. Aurait-il pu être meilleur? Certainement. Était-il adéquat compte tenu des circonstances? Principalement. Leurs expériences éclairent nos défis. Nous aussi, nous faisons face à des perturbations climatiques nécessitant une adaptation coûteuse. Nous aussi, nous débattons des prix appropriés pour les produits de première nécessité en cas d'urgence. Nous aussi, nous luttons pour équilibrer les incitations commerciales et les besoins des populations vulnérables. Nous aussi, nous essayons de réglementer les marchés pour empêcher l'exploitation sans détruire l'innovation. Nous aussi, nous maintenons des systèmes mixtes combinant des éléments commerciaux, caritatifs et gouvernementaux. Les détails spécifiques diffèrent, mais les schémas sous-jacents persistent. L'histoire nous enseigne la résilience, l'adaptation et les questions éthiques durables. Les gens du Moyen Âge ont survécu au petit âge glaciaire grâce à l'innovation, à la construction d'institutions et à une pure détermination. Ils n'ont pas résolu tous les problèmes ni aidé tout le monde, mais ils ont créé des systèmes qui ont fonctionné de manière adéquate pour soutenir la société à travers des siècles de crise climatique. Leurs solutions partielles et imparfaites offrent des leçons. L'adaptation est possible mais difficile.
Les solutions purement de marché échouent pour les populations vulnérables. Les solutions purement réglementaires étouffent l'innovation. Les approches mixtes fonctionnent le mieux. Et certaines personnes passeront toujours à travers les mailles du filet de n'importe quel système. Le voyageur gelé arrivant à cette auberge médiévale, voyant la fumée s'élever de la cheminée, ressentant un soulagement désespéré mêlé d'appréhension quant au coût, incarne la condition humaine, vulnérable aux forces qui nous dépassent, dépendant des autres pour survivre, piégés dans des systèmes offrant des choix imparfaits, naviguant entre l'espoir et la peur, payant ce que nous devons pour survivre un jour de plus. Cette expérience, vieille de 7 siècles, résonne parce que les fondamentaux n'ont pas changé. Nous sommes toujours vulnérables, toujours interdépendants, toujours en train d'équilibrer des valeurs concurrentes, toujours en train d'essayer de créer des systèmes qui fonctionnent assez bien. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers l'hiver médiéval et l'économie de la survie. J'espère que cette exploration a révélé les réalités complexes derrière l'hospitalité médiévale, remettant en question à la fois les notions romantiques de taverne douillette et les condamnations simplistes de l'exploitation des aubergistes. La vérité, comme souvent, se trouve dans un terrain d'entente compliqué, où le commerce légitime, la nécessité réelle, une profonde inégalité et la résilience humaine s'entremêlent de manières qui ont remodelé la société européenne. Si vous avez apprécié cette exploration de la manière dont le climat, l'économie et le désespoir humain ont créé l'industrie hôtelière médiévale, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres personnes intéressées par l'histoire médiévale ou l'économie de la survie. La section des commentaires offre un espace pour vos réflexions. Les aubergistes médiévaux étaient-ils principalement des exploiteurs profitant du désespoir ou des fournisseurs de services essentiels recevant une juste compensation pour une infrastructure cruciale? Les tentatives de réglementation médiévale ont-elles trouvé un juste équilibre entre la protection des voyageurs et le maintien des incitations commerciales? Comment les luttes médiévales avec la tarification de nécessité éclairent-elles les débats modernes sur les prix abusifs en cas de catastrophe? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais les poser approfondit notre compréhension de la vie médiévale et des défis contemporains. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies sur les réalités de la vie médiévale, où nous explorons les dimensions économiques, sociales et humaines de l'histoire, au-delà des récits de surface. D'ici la prochaine fois, restez au chaud et curieux du passé, car il éclaire continuellement le présent de manières inattendues.